Vous m'aviez demandé la dernière fois, plusieurs d'entre vous m'ont demandé la dernière fois de vous dire quelques mots sur le prix Nobel d'économie de cette année. Voilà. Donc son nom est Richard Thaler, et c'est encore un économiste de Chicago. Chicago a produit beaucoup de prix Nobel. Et disons que l'apport de Thaler à l'économie, tel qu'il est décrit par la Fondation Nobel, donc moi j'ai été sur le site du prix Nobel, ils ont deux versions. Si vous allez sur le site du prix Nobel, vous verrez qu'il y a une version longue, mais en général, il faut regarder la version courte. Donc moi, je vous résume la version courte. Mais bon, la version longue, il y a plein d'équations et tout ça, quoi. Voilà. Donc en général, elle est assez longue, ou elle est en tout cas assez. Mais je dis, la version longue, en général aussi, il y a beaucoup d'explications, et ça vaut la peine, si ça vous intéresse, d'aller regarder plus en détail la version longue également. Il y a toujours les deux versions. Hein. Donc Thaler, si vous voulez, c'est vraiment économie-psychologie. Et si vous voulez, on l'a récompensé du prix Nobel parce que c'est quelqu'un qui a en fait démarré. Enfin, il a contribué, en tout cas, il est un des pionniers de ce domaine, qui est le domaine de économie et psychologie. Et de quoi s'agit-il? C'est qu'en fait, si vous voulez, la théorie économique traditionnelle fait un certain nombre d'hypothèses de rationalité sur les agents économiques. Voilà. Il faut toujours, on ne peut pas faire de modèle sans faire des hypothèses. Alors, des fois, certaines sont un peu restrictives, mais elles sont très utiles. Et en particulier, il y a l'idée que l'économie est composée d'agents, que ce soit des consommateurs ou des producteurs, qui essayent d'avoir l'utilité maximum au moindre coût. Donc les producteurs maximisent le profit, les consommateurs maximisent leur utilité sous une certaine contrainte budgétaire, et chacun essaye, si vous voulez, d'avoir le plus avec le moins. Le producteur, typiquement, essaiera de produire et de faire le maximum de revenus par sa production en minimisant ses coûts de production. Et le consommateur essaiera d'avoir le plus d'utilité possible en minimisant les coûts pour obtenir cette utilité. Donc, si vous voyez, il y a l'idée de rationalité. Il y a l'idée, si vous voulez, dans la théorie rationnelle, que si je dois choisir pratiquement le même bien l'un avec un prix plus élevé que l'autre, évidemment, je prendrai le prix le plus faible. Je réagirai immédiatement au fait qu'il y ait un des vendeurs qui donne un prix plus faible. Donc, il y a un certain nombre d'axiomes, si vous voulez, qui sont à la base du choix rationnel. Il y a l'axiome, ce qu'on appelle des préférences révélées. S'il y a deux biens, l'un est plus cher que l'autre, l'un t'a coûté plus, visiblement, tu devais l'avoir préféré pour l'avoir pris plutôt que celui qui coûtait moins cher. Parce que sinon, c'est pas rationnel. Tu n'aurais pas pris le bien qui est... Voilà. Donc, si tu prends un truc qui est plus cher si tu as un panier qui est plus cher que l'autre et tu choisis le plus cher, c'est que quelque part, ton utilité devait être plus grande à choisir le panier le plus cher. Voilà, c'est un nombre d'axiomes qui ont l'air de rien du tout, mais qui sont en fait assez restrictifs. Et donc, typiquement, la théorie économique, disons le modèle de base qu'on enseigne un peu partout, par lequel on commence, suppose des agents pleinement rationnels, avec un bon accès à l'information et un usage optimal et rationnel et profit maximizing ou utility maximizing de cette information. Voilà, donc ça c'est le monde, c'est la référence, disons que c'est le point de départ. Et Thaler, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, voilà, en fait, il y a différents aspects que les psychologues ont étudiés, et il en a pris quelques-uns seulement, parce qu'évidemment, on peut aller à l'infini, mais il a essayé en détail de regarder, essayons d'introduire dans l'analyse économique des traits psychologiques qui sont de nature à changer les décisions économiques et à les faire s'écarter des prédictions du modèle purement rationnel. Et il a regardé, si vous voulez, trois aspects importants. L'un, c'est la rationalité limitée. Alors, il y a d'autres personnes qui se sont intéressées à la rationalité limitée, mais enfin, lui, Herbert Simon, par exemple, est quelqu'un qui a eu aussi le prix Nobel et qui s'est beaucoup intéressé à la rationalité limitée. Et aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de chercheurs. En France, par exemple, Philippe Géliel, qui est à l'École d'économie de Paris, mais il y a plein de chercheurs dans le monde Ariel Rubinstein à Tel Aviv, il y a une série de chercheurs qui continuent de travailler activement sur ce domaine de la rationalité limitée. Donc, Thaler, il a son approche à lui de la rationalité limitée. Il y a ensuite le sentiment d'équité, en anglais on dit fairness,
et j'en dirai quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on introduit, on ne cherche pas à maximiser le gain uniquement, mais qu'en même temps, on choisit des actions ou des allocations où il y a l'idée d'équité joue un rôle. Donc, comment introduire le sentiment d'équité influe sur ce que vous faites, sur vos achats, vos ventes, votre comportement dans le marché, hein. Et puis, le troisième, c'est le fait que vous ne vous contrôlez pas. C'est les problèmes qu'on appelle de procrastination. En anglais, on dit procrastination. C'est-à-dire, par exemple, le fumeur, on sait que le fumeur, il sait qu'à long terme, ce n'est pas bon pour lui de fumer, mais il dit, je remets ça à demain, quoi. J'arrêterai, mais demain, quoi. Je ne fais pas ça maintenant. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres exemples de problèmes de self-control. Et qu'est-ce qu'il a fait, Thaler? Eh bien, il a essayé de montrer comment ces problèmes-là influe concrètement sur des choix économiques. Et il a fait des expériences. Voilà. Donc lui, c'est pas vraiment Thaler, c'est quelqu'un qui opère par expérience. Il dit, voilà, je fais telle expérience et je vais vous montrer par l'expérience voilà, on s'écarte des choix rationnels de telle et telle façon. Voilà. Donc c'est ça sa méthode. Alors que d'autres, par exemple, sur la rationalité limitée, il y a beaucoup de gens qui font simplement de la théorie. Lui c'est de l'expérience. Il fait de l'économie expérimentale. D'accord ? Donc, je recommence par la rationalité limitée. Alors, il regarde plusieurs aspects de la rationalité limitée. Par exemple, il dit, voilà, par exemple, ce qu'on aime faire souvent, c'est qu'on aime avoir plusieurs comptes, par exemple. On compartimentalise. Voilà, je dis, voilà, j'ai un compte vacances, j'ai un compte restaurant, j'ai un compte... et on décide qu'on ne va pas faire de transfert d'un compte à l'autre. On a l'impression que c'est une façon de se discipliner. Voilà, alors que peut-être ça serait optimal, d'un point de vue rationnel, d'autoriser des transferts d'un compte à l'autre. Et souvent, les gens agissent comme ça en disant, moi, je vais, peut-être une manière de s'engager, peut-être une manière de se contrôler mieux. Mais il dit, voilà, par exemple, il y a des comportements de compartimentalisation, parce qu'un peu l'idée chez lui, c'est de dire, on ne peut pas tout résoudre, et donc on série les problèmes. On résout, vous voyez, on dit, voilà, là, je résous là, et après, je ne peux pas résoudre le gros problème, et ce que je fais, c'est que je compartimentalise, voilà. Donc ça, il a regardé beaucoup ces comportements de compartimentalisation et a essayé de regarder en quoi ça nous fait s'écarter des comportements qui maximisent l'utilité ou qui maximisent le profit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième idée, c'est les points de référence. En anglais, reference points. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, on considère c'est un peu lié à l'idée de justice, mais c'est un peu l'idée de dire, voilà, je considère qu'il y a un prix qui est par exemple, vous voulez regarder le prix le moins cher pour un certain type de bien que vous voulez acheter. Alors peut-être que celui que vous paierez plus cher n'est pas exactement le même que celui pour lequel vous avez vu le prix le moins cher, mais vous vous dites quand même ça me donne un ordre de grandeur, quoi. Tu vois, j'ai vu un téléviseur, maintenant c'est une télévision à temps, mais bon, peut-être que celle que je vais acheter est quand même mieux, mais j'ai quand même comme référence cette télévision qui coûtait moins cher, vous voyez. Donc, et les gens, c'est très important et même dans les relations contractuelles, l'idée de point de référence est une chose importante. C'est-à-dire que souvent, on considère qu'on est lésé si on s'écarte trop de quelque chose qu'on considérait comme une référence. Voilà. Donc, l'idée de point de référence est quelque chose d'important. Alors, il y a notamment, par exemple, je vais vous donner un exemple de point de référence. Vous voyez, c'est des choses, par exemple, un consommateur, il peut acheter une montre. Alors ça, c'est exprimé, alors évidemment, le prix Nobel, ils expriment ça en couronne suédoise. Je peux mettre ça je sais pas comment ça, en euros, 10 euros. Alors, par exemple, voilà, supposons que vous êtes sur le point d'acheter une montre à 10 euros. Vous êtes sur le point d'acheter une montre... qui 10 euros plus cher, voilà. Vous trouvez, voilà, c'est ça l'important. Non, vous êtes sur le point d'acheter une montre d'un magasin et il y a un autre magasin. Et l'autre magasin, la montre est 10 euros moins chère. Eh bien, si la montre que vous avez trouvée est à 100 euros, pour 10 moins cher, vous êtes prêt à changer. Mais si la montre coûte 1000 euros, pour 10 moins cher, vous ne changez pas. Voilà, par exemple. Alors que vous devriez regarder vous voyez, un consommateur rationnel regarderait le gain net. Et là, en fait, les gens raisonnent en proportion, même si ce n'est pas ce qui maximise l'utilité, etc. Voilà, par exemple, voilà un exemple de point de référence, vous voyez. Voilà, ça, c'est le genre d'exemple. Un autre exemple, c'est les chauffeurs de taxi. Par exemple, les chauffeurs de taxi, il y en a beaucoup qui raisonnent de la manière suivante. Ils disent, moi, je vais conduire jusqu'à ce que je réalise un certain profit. Et dès que je l'ai réalisé, j'arrête, quoi. Donc, il y a des journées où il y a beaucoup de clients et des journées avec peu de clients.
Et ce qui se passe, c'est que les journées où il y a beaucoup de clients, eh ben, dès qu'il a ce qu'il veut, le chauffeur de taxi s'arrête. Et par contre, il fera des journées beaucoup plus longues, là où il y a peu de clients. Mais c'est peut-être pas optimal, il aurait peut-être dû, dans les moments, dans les jours où il y a beaucoup de clients, faire un petit peu plus, ce qui lui permettait de moins faire les jours où il y a moins de clients, en disant, des jours comme celui-là, c'est unique au monde, il pleut, il fait mauvais, pas un jour comme aujourd'hui, et donc, profitons-en, quoi. Les chauffeurs taxi ne réagissent pas comme ça, c'est très intéressant. Et il y a eu d'ailleurs plusieurs articles de collègues à moi, un qui s'appelle Henry Farber, qui est prof à Princeton, très passionnant sur les taxis new-yorkais, très intéressant, justement où il montre en détail ces écarts de rationalité et les implications qu'elles ont. Ouais, c'est intéressant ces choses-là. J'espère que je ne vous ennuie pas trop. Hein. Vous m'aviez demandé du tout à l'heure, je vous en donne. Hein, donc, tu en as voulu, tu en as eu. Hein, voilà. Alors, l'effet d'endowment, d'accord? Alors, l'effet d'endowment, ça, c'est un truc assez intéressant. C'est qu'on a le sentiment de propriété. Si vous avez une montre qui est à vous et que vous la vendez, mais comme elle est à vous, vous la vendez à un certain prix. Si vous deviez l'acheter, vous ne voudriez pas payer ce prix-là. Vous voyez? Parce que, comme elle est à vous, elle a une valeur particulière. Vous voyez? C'est votre montre, quoi. Et ils ont fait des expériences, lui et quelqu'un qui s'appelle... justement, il a fait expérience avec un autre prix Nobel, qui est Kahneman, que vous avez sûrement lu, parce que son livre est le livre qui a le plus de succès de tous les livres, récemment. Et donc, si vous voulez... Eh bien, il regarde des médailles décoratives. Donc, on donne des médailles décoratives. Et alors, il y a des sujets à qui on la donne, des sujets à qui on ne la donne pas. Eh bien, ceux à qui on l'a donnée mettent une valeur. Quand ils veulent en acheter une autre, eh bien, ils mettent un prix beaucoup plus élevé que ceux qui n'ont pas eu de médaille décorative. Vous voyez, c'est le fait que vous étiez propriétaire fait que vous êtes prêt à payer beaucoup plus cher. Parce que vous comprenez, vous voyez, là, le gain, le fait de dire je possède et j'ai la chose. Bon, ça, c'est intéressant. Donc, il a regardé, par exemple aussi, on a très peur de perdre quelque chose. Donc, il y a ce qu'on appelle la loss aversion, l'aversion à la perte, qui est une manifestation de cet effet d'endowment, de cet effet de propriété. Un autre exemple qui est, par exemple, les actions. Quand vous avez une action baisser beaucoup, vous dites, je garde parce que ça va remonter, quoi. Et quand l'action et c'est pas évident que ce soit toujours le truc à faire pour des raisons même fiscales. Vous voyez que ça baisse, il faut vendre. Et vous vous dites, comme ça baisse beaucoup depuis un certain temps, ça va que remonter. Mais là, à nouveau, il y a des effets de rigidité de point de référence. Voilà, il y a des choses comme ça. Par exemple, casino. On a moins peur de perdre ce qu'on a gagné. Vous venez de gagner au casino, eh bien, vous avez beaucoup moins peur de perdre ce que vous venez de gagner. Mais par contre, ce que vous aviez avant depuis longtemps, vous avez très peur de le perdre. Vous avez eu ce comportement. Moi, c'est au casino, enfin, je ne vais pas souvent. Hein. On m'a emmené une fois dans un casino, à La Baule, et j'ai duré 2 minutes, je crois. J'étais ruiné au bout de 2 minutes, et puis j'ai arrêté. Voilà. Alors voilà, par exemple, donc ensuite il y a, voilà, donc ça c'est un petit peu les choses. Alors je vais passer à la deuxième chose qui est le sentiment d'équité ou de non-équité. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les individus mettent, si vous voulez, c'est pas seulement maximiser l'utilité ou maximiser le profit, c'est qu'il y a des considérations d'équité et d'inéquité. Et ce qui peut se passer, c'est que si vous voulez, par exemple, quelque chose qui n'est pas tellement bon pour vous, mais vous avez le sentiment que c'est juste, eh bien, vous l'accepterez plus facilement. Ou par exemple, donc il y a des gens qui sont prêts à renoncer à des biens matériels ou à une certaine utilité matérielle au nom d'une certaine justice, voilà. Mais il y a également des gens qui sont prêts à faire quelque chose de sous-optimal pour punir des gens dont ils pensent qu'ils se sont conduits de manière injuste, vous voyez, ou c'est injuste, ça répare une injustice. Des gens sont prêts, quand il y a un sentiment d'injustice, à faire quelque chose qui est inefficace socialement, vous voyez, qui réduit le gâteau à partager, simplement parce qu'ils ont ce sentiment d'inéquité, vous voyez. Donc là, on s'écarte du rationnel. Le rationnel, ça serait de dire, maximisons le gâteau, et ensuite on négocie sur le partage du gâteau. Là, je suis prêt à réduire la taille du gâteau, parce que je sens que, eh bien, fairness is not there. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est des comportements tout à fait intéressants. Par exemple, il y a aussi des gens qui réagissent mal à des choses. Par exemple, il y a des consommateurs qui disent, tiens, par exemple, aujourd'hui, il pleuvait beaucoup, donc il y a une énorme demande pour les parapluies. Et je vois que le vendeur de parapluies augmente beaucoup ses prix. Eh bien, je n'aime pas ça. Je vais le punir. Je n'irai plus acheter chez lui pendant un certain temps.
Et donc, c'est pour ça que souvent, quand vous avez une augmentation de la demande, eh bien, vous avez des vendeurs qui n'augmentent pas parce que c'est une manière de ne pas susciter ce sentiment d'inéquité, enfin, ce sentiment voilà, d'avoir pas bien été traité. Donc, ça, c'est une source de rigidité de prix, d'ailleurs. Ça, c'était très analysé par d'autres gens également, comme un type qui s'appelait Okun, O-K-U-N. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième. Donc, l'aspect positif, c'est la coopération, la solidarité. L'aspect négatif, c'est je sais le mot jalousie. On va me dire que je l'ai emprunté à quelqu'un d'autre, mais non, voilà. Alors, il y a la troisième qui est le Ulysse et les sirènes. Oh là là, tout individu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça devait être une slide que j'ai fait, à mon avis, après 10 heures du soir. Vous voyez, quand je dis le S à individu, là, ça, on peut tout de suite dire que c'est après 22 heures. Tout individu est sujet à des tentations de court terme, voilà, qui menacent son bien-être à long terme. Et Thaler, alors, donc, plein de gens sont intéressés à ça. Et Thaler, si vous voulez, John Elster, qui était professeur ici, s'est intéressé à ça, et plein d'autres gens. Edmund Phelps, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2006, plein de gens sont. Mais Thaler formule ce problème comme un jeu entre notre incarnation comme planificateur, comme quelqu'un qui regarde à long terme, et notre incarnation comme acteur, comme quelqu'un qui décide, comme décideur, voilà, courant. Donc il dit le planeur-doer. On est à la fois un planeur et on est un doer. Et c'est ça, et il représente, si vous voulez, en gros, on joue un jeu avec nous-mêmes. Vous voyez, on est son pire ennemi quelque part. Vous voyez, on joue un jeu avec nous-mêmes. Et le problème, c'est que, et c'est pour ça qu'il prend la parabole d'Ulysse, parce que Ulysse demande à ce qu'on l'attache. Parce qu'il se dit, si on ne m'attache pas, je vais commettre des choses, je vais être tenté par les sirènes, et ça va être mauvais pour moi à long terme. Donc Ulysse est attaché, donc il décide, ex ante, comme on dit, d'être attaché. Il s'interdit certaines actions à court terme, en étant attaché pour son bien à long terme, d'accord ? Et là, on est dans un monde, parce que d'habitude, si on est dans un monde purement rationnel, eh bien, on préfère avoir plus de choix que moins de choix. Là, on est dans un monde où on préfère avoir moins de choix que plus de choix. Ulysse, il ne veut pas avoir la possibilité de prendre certaines actions. Il veut qu'on l'empêche de prendre certaines actions. Donc, c'est un autre monde, voilà. Et comment on se restreint? On prend des engagements. Par exemple, moi, il y a certaines choses que je ne veux pas faire. Je peux dire, je vais mettre de l'argent dans un compte qu'on appelle un escrow account. Et si jamais je fais ce truc-là, je perds cet argent. J'essaie de me lier les mains, vous voyez. Mais on peut le faire par des réglementations et des institutions. Par exemple, Thaler a participé à l'élaboration d'un programme qui s'appelle Save More Tomorrow, où en fait, on encourage les gens en fait à épargner une partie de leurs revenus futurs. Voilà. Et donc, on les récompense pour le faire. Donc, ils s'engagent à l'avance, et s'ils tiennent cet engagement, ça leur rapporte, quoi. Et s'ils ne le tiennent pas, ça leur coûte. Et les gens s'engagent dans ce programme Save More Tomorrow. Donc, c'est intéressant parce que ça a été vraiment un truc qui a été mis en œuvre. Et il a fait ça avec... comment s'appelle-t-il? Il a fait ça avec quelqu'un qui s'appelle Shlomo Benarzi. Voilà. Donc, c'est intéressant que les institutions et les réglementations vous aident à résoudre ce conflit que vous avez entre vous et vous-même. Voilà. C'est intéressant. L'institution qui n'est pas seulement là pour m'aider à résoudre des conflits avec d'autres gens, mais avec moi-même. Vous voyez? Donc, c'est intéressant. Les lois sur le tabac, etc., aident évidemment. Hein. Voilà. Alors finalement, ce que je dirais en anglais, last but not least, il y a tout ce qui est finance comportementale. Et là, Thaler collabore avec Schiller, qui lui aussi a eu le prix Nobel il n'y a pas très longtemps, et ils essayent d'expliquer la volatilité excessive des marchés financiers en introduisant des considérations de comportement, hein, behavioral considerations. Donc les individus tendent à préférer, par exemple, ils montrent que les individus tendent à préférer les actifs moins risqués quand ils regardent à court terme, mais ils tendent à préférer des actifs plus risqués à long terme. S'ils étaient purement des agents qui obéissent aux axiomes de Savage, sur l'économie de l'incertain, eh bien, ça ne serait pas comme ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose, si je regarde le court terme, si je regarde le long terme, je ne fais pas les mêmes choix de risque. Pourtant, je suis la même personne, mais voilà. Donc ça, c'est des comportements qu'ils ont mis en évidence. Par exemple, le fait que certains agents attribuent une valeur négative à certaines actions au sens des actions d'une entreprise. Normalement, on ne devrait jamais avoir une valeur négative parce qu'on a toujours l'option de vendre. Et or, il y a des gens qui considèrent que détenir a une valeur négative. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que dans un environnement rationnel, il n'y aurait jamais de valeur négative parce qu'on a toujours l'option de se débarrasser d'un actif. Et par exemple, un autre comportement qui n'est pas rationnel, c'est qu'on a tendance, il y a un bien qu'on ne peut pas s'offrir sans emprunt,
et on est prêt à faire des emprunts non avantageux pour acquérir ce bien. Et on considère que c'est une grande victoire d'avoir acquis ce bien, vous voyez. Et on est prêt pour ça à faire des prêts, des emprunts non avantageux. Enfin voilà, il regarde toute une série de comportements, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, il regarde comment ces comportements contribuent, mis dans un cadre global, commencent à créer de la volatilité, voilà, essayer d'expliquer voilà, un peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'en partie, ce qui s'est passé récemment, l'emballement des marchés financiers, est explicable en partie par l'hypothèse de déviation par rapport à la rationalité parfaite. Voilà. Alors, il y a eu d'autres gens qui ont travaillé là-dessus. Et donc, voilà, ça a été vraiment un domaine très intéressant. Par exemple, les entrepreneurs qui sont trop optimistes, ça, j'en ai parlé. Donc, voilà, un certain nombre de comportements et de regarder l'impact qu'ils ont. Donc, au total, si vous voulez, les contributions de Richard Thaler ont établi un pont, là, nouveau, c'était tard, il y a un an et pas deux, entre la théorie économique, entre surtout la théorie microéconomique traditionnelle et l'analyse psychologique des choix individuels. Thaler est un pionnier de l'économie comportementale, behavioral economics en anglais, domaine en pleine expansion. Et alors voilà des noms de gens qui sont, en tout cas, voilà, certains sont candidats à des Nobel plus tard. J'ai Ernst Fehr, David Lepson, Sandil Mullainathan donnait un séminaire hier à la London School of Economics qui était bondé. Matt Rabin qui a fait de la théorie des jeux comportementale, a beaucoup développé. Oliver Hart, il a eu son prix Nobel déjà, donc il ne va pas l'avoir deux fois. Qui a introduit tout l'aspect point de référence dans la théorie des contrats. Et puis, il y a d'autres jeunes, comme Ulrike Malmandi, qui, elle, a regardé surtout les aspects comportementaux dans la finance d'entreprise, pas tant dans la finance de marché. Enfin, voilà, en tout cas, il y a plein d'autres gens qui ont travaillé. Enfin, il a donné lieu, voilà, il y a des nouvelles générations qui travaillent là-dessus. Et voilà, en gros, c'est un petit peu ça que je voulais dire sur le prix Nobel. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais parler de mesure de la croissance. Alors, je vais commencer assez basique, et ça va être un petit peu plus, mais je ne vais pas être trop méchant. Donc, vous inquiétez pas trop, ça ne va pas être trop difficile. Je bois un petit peu d'eau et je commence à... Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... je vais vous raconter une histoire un peu marrante. Mais... si je perds ma voix... Vendredi dernier, on a installé le comité d'action publique pour la réforme de l'État en France. Et donc, il y avait la première réunion. Je ne vais pas dire ce qui se passe dans la réunion, mais je peux quand même dire les blagues que je fais. Donc, celles-là, elles ne sont pas dans ça ne va pas influencer la politique gouvernementale. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui parlait des prévisions de croissance. Vous savez, il y avait Et puis, j'ai fait le petit commentaire sibyllin en disant « Oui, mais la croissance est mal mesurée, donc de toute façon, tous ces chiffres sont faux. » Donc, j'ai senti que ça a jeté un froid dans l'Assemblée. Il y avait 40 personnes. Et j'ai vu le silence tout d'un coup. Et voilà. Mais... donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Pardon ? Voilà. Alors, mesurer la croissance soulève beaucoup de questions. Et voilà. Est-ce que d'abord le PIB par... Alors, évidemment, il y a d'abord la question de la croissance de quoi je devrais mesurer. Donc, il y a tout le débat, évidemment, sur les indicateurs. Est-ce que le PIB par tête est la bonne mesure de bien-être? Est-ce que je ne devrais pas m'intéresser à d'autres aspects, Donc, il y a eu le rapport Stiglitz-Fitoussi, notamment pour l'OCDE, où on disait, mais voilà, mais le PIB par tête en lui-même, ça ne veut pas... Voilà, il y a aussi la mesure d'inégalité, il y a la qualité de l'environnement, il y a le taux de chômage, etc., etc. Et tout ça ne peut pas être entièrement résumé dans un seul indicateur qui est le PIB par tête, ce qui est très bien vu. Mais si vous voulez, en même temps, le PIB par tête reflète quand même quelque chose. Si, par exemple, nous, on sait que si on avait une croissance en France du PIB par tête d'un demi-point plus grand, on aurait beaucoup moins de coupes budgétaires à faire pour satisfaire les 3%, par exemple. On pourrait s'offrir beaucoup plus de choses tout en respectant le critère des 3%. Vous voyez, donc on sait ce que ça veut dire, un demi-point de croissance en plus, on sait ce que ça veut dire. Voilà, donc, le PIB par tête est important. Puis il y a eu les travaux que j'avais mentionnés déjà l'an dernier de Angus Deaton qui montrent que même si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue et qu'il y a un lien très fort, très clair dans des comparaisons internationales entre PIB par tête et des indices de satisfaction que l'on recueille avec des enquêtes, si vous voulez. Donc, si vous voulez, il y a tout le débat, évidemment, sur est-ce que le PIB par tête, c'est la bonne mesure ou pas. Donc, nous, on va partir de l'idée que le PIB par tête, c'est quand même important. Ça n'enlève pas l'importance de regarder d'autres indicateurs.
des indicateurs, un peu dans l'esprit d'Amartya Sen, de dire je regarde des indicateurs, vous voyez, qui reflètent les possibilités pour les gens de faire des choses, les possibilités de rebondir. Vous pouvez voir deux pays qui ont le même PIB par tête. L'un, il y a une grande mobilité sociale, et l'autre, il n'y a pas de mobilité sociale. C'est évident que celui avec une plus grande mobilité sociale, il y a plus de bien-être. Les gens ont plus de possibilités de bouger, de faire des choses, etc. Donc on est bien conscient de tout ça. Mais je vais quand même regarder le PIB par tête, d'accord? Donc voilà. Donc le PIB par tête, est-ce que d'abord le PIB est toujours convenablement mesuré? Et alors là, je vais pas mal commencer en utilisant un peu des choses qu'a écrites Hal Varian. Hal Varian, si vous avez fait de l'économie, il a écrit un des manuels d'économie qui sont très populaires en microéconomie. Il est maintenant chief économiste de Google. Moi, je l'ai connu quand il était prof à l'université de Michigan, quand j'étais sur le job market en 87. Ça ne me rajeunit pas, ça fait 30 ans. Et qu'est-ce qu'il dit, monsieur Hal Varian? Il dit, je pense que le PIB et la productivité sont plus grands que ce que nous indiquent les données à l'heure actuelle. D'accord? Donc on commence par ça, et je vais essayer un petit peu de détailler, de regarder ça plus en détail. Pourquoi le PIB serait-il mal mesuré? Alors, une définition qu'on donne du PIB, c'est le résultat final au prix du marché de l'activité de production des unités productrices résidentes. Voilà, ça c'est le PIB français. Hein. C'est une définition de l'INSEE, ça, non? Ça fait très INSEE, ça. Hein. Voilà. Donc, alors, essayons de regarder chaque mot. Chaque mot pose problème. Voilà le problème, vous voyez? Alors d'abord, final, ça veut dire que ça soulève la question des biens intermédiaires que l'on ne compte pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les biens intermédiaires? Donc, les dépenses de marketing, les puces électroniques, etc. Donc ça, il y a déjà cette question des biens intermédiaires qui est posée. Deuxièmement, on parle de prix de marché, donc on ne tient pas compte des biens non marchands, amélioration de qualité, biens en libre accès, etc. On parle de production, mais pas de consommation tellement, d'accord? Et résidente, il y a la mondialisation et il y a les chaînes de valeur. Et maintenant, vous savez qu'on décompose les tâches, c'est-à-dire que pour produire un bien, il y a différentes tâches, et différentes tâches sont accomplies dans différents pays. Alors comment ça pose des problèmes très, très compliqués pour la mesure, vous voyez? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre des exemples concrets pour regarder ces questions plus en détail. Voilà. Le contenu libre accès, d'abord. Comment tenir compte dans la comptabilité nationale de ces contenus qui améliorent la qualité de la vie des individus sans passer par les prix? Par exemple, Wikipédia vous donne accès à un contenu encyclopédique gratuitement. Les blogs vous donnent accès à des articles sans coût de publication. YouTube, vous avez des vidéos en libre accès. Les réseaux sociaux, c'est question de l'accès à la vie privée comme moyen de paiement. J'en sais quelque chose, moi j'ai eu une mauvaise expérience là-dessus. Alors, donc si vous voulez, le PIB réel est censé parfaitement refléter le volume de la production de biens et services en tenant compte des évolutions de leur qualité. C'est pour ça qu'il est important de bien mesurer l'évolution de la qualité des produits afin de pouvoir différencier les effets liés à la qualité. Donc la première chose, c'est le contenu libre accès. Ça, c'est la première raison qui est un problème. La deuxième chose que je regarde maintenant, c'est mesurer la qualité des biens. Ça, c'est un autre problème. Et c'est ça qu'on va regarder un petit peu. Mais ça, je vais en parler pendant toute cette leçon aujourd'hui. Hein. Par exemple, prenons le marché de la photo. Donc, en 2000, vous avez 80 milliards de photos prises dans le monde. En 2015, vous avez 1600 milliards, 20 fois plus de photos. En parallèle, le coût d'une photo est passé d'environ 50 centimes à presque zéro. D'accord? Donc, je regarde là mes... voilà. Alors, pourquoi cette évolution n'est-elle pas expliquée par le PIB? Alors, d'abord, l'indice de prix de la photographie tient compte d'éléments matériels. Vous voyez, appareil photo, coût de développement, pellicule photo, qui sont en train de disparaître. Maintenant, les photos sont davantage partagées à travers les réseaux sociaux que vendues. Donc, ça devient de plus en plus un bien non marchand. Il y a enfin le développement des smartphones, ce qui fait que maintenant, les appareils numériques sont en baisse. Et donc, il y a baisse du PIB. Et donc, comment tenir compte de cet ajustement de qualité? Et maintenant, c'est les smartphones qui prennent la relève, d'accord? Et la question, c'est, et comment on mesure la qualité d'un smartphone? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà un petit peu les problèmes qui font que mesurer la qualité, ça devient, si vous voulez, que relier la qualité au prix devient notamment très difficile. Vous voyez, voilà. Alors là, je vous montre ce diagramme. Et ce diagramme, qu'est-ce qu'il vous montre? Il vous montre, en fait... si vous voulez,
le développement de différents types de manières de faire de la photographie. Donc, si vous voulez, vous voyez le volume, la production de caméras, hein, la production de générateurs de photos, c'est ça, la production de... Donc, vous voyez que vous avez ici, ça, c'est les photos comme on les faisait quand j'étais gamin, quoi. Hein, les photos que vous développiez avec pellicule et tout, quoi. Et donc, il y a une période où ça monte et puis ça baisse. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est les photos digitales, quoi. C'est les photos numériques qui apparaissent, avec les appareils numériques. Donc, vous avez toute une phase de croissance de la photo numérique, et puis après, ça décroît parce qu'après, vous avez les smartphones qui se développent, en gros, et qui font que maintenant, on prend les photos sur le smartphone, on diffuse par smartphone, et on n'achète plus d'appareils numériques, et on ne recourt plus à ça. Et vous voyez les différentes vagues, et on est vraiment dans un monde schumpeterien, quoi. Il y a eu les appareils photo qui se développent, et puis après, les appareils digitaux traditionnels, et après les appareils numériques se développent, et après vous avez les smartphones qui prennent le relais, et vous voyez à chaque fois les vagues voyez, qui se suivent et où l'un détruit la précédente. D'accord? Alors, je continue. Donc, évidemment, il y a ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Vous voyez, un bien, ça donne du surplus aux producteurs, parce qu'il y a des profits pour les producteurs, et ça donne ce qu'on appelle un surplus aux consommateurs. Voilà, parce que le consommateur, en général, la plupart des consommateurs étaient prêts à payer plus que le prix qui s'établit au marché, parce que le prix, il est pour rendre le consommateur le moins favorable indifférent, en gros. Donc, ceux qui étaient plus favorables, eux, ils réalisent un surplus, et on regarde le surplus agrégé des consommateurs. En passant d'un coût marginal, un coût par unité, si vous voulez, de 50 centimes à presque 0 centimes pour des photos, les consommateurs ont fait une économie totale de 40 milliards de dollars sur le marché de la photo. Vous voyez le coût, la dépense annuelle, vous voyez, ça processing, c'est le développement des photos, ça c'est les pellicules, et vous voyez évidemment, tout ça tombe, tout ça chute, quoi. Et seulement ce gain pour les consommateurs n'est pas du tout pris en compte par l'évolution mesurée du PIB. Vous voyez, vous ne prenez pas ça en compte. C'est ça le problème de la mesure de PIB. Vous voyez, le PIB ne mesure pas ce gain-là, quoi. D'accord? Autre exemple, les GPS. Entre le début et la fin des années 90, eh bien, les GPS se développent surtout pour le transport routier. D'accord? Alors, au début, le prix d'un système GPS est au-delà, à cette époque-là, de 1000 dollars. Et la croissance. Alors évidemment, l'introduction des GPS a contribué à faire du transport routier un secteur où la croissance de la productivité a été bien plus grande que dans l'économie dans son ensemble. Donc il y a eu l'introduction des GPS dans le transport routier a été un facteur de croissance formidable du secteur des routiers. D'accord? Mais depuis les années 2000, il y a eu démocratisation de la consommation de GPS et les ménages utilisent les GPS. Et le prix qui était de l'ordre de plusieurs centaines d'euros, 1000 dollars au début, eh bien, il baisse progressivement. Et maintenant, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les GPS eh bien, sont intégrés dans les smartphones. Et du coup, vous avez une chute d'appareils GPS, puisque maintenant le système GPS est dans les smartphones. Et donc ça, évidemment, ça contribue à la baisse de la contribution des GPS, du bien GPS ou du service GPS dans la mesure du PIB. Vous comprenez? Voilà. Alors, il y a la question les smartphones. Je voudrais pouvoir mesurer la qualité des smartphones, puisque maintenant on en est aux smartphones, d'accord? Alors regardons les smartphones. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la qualité des smartphones? Eh bien, aujourd'hui, un smartphone peut être un substitut plus ou moins, au moins partiel à un appareil photo, un GPS, mais aussi une caméra vidéo, un e-book, un lecteur audio, une carte, un réveil, un navigateur Internet, une calculatrice, un dictaphone, etc. Et pourtant, l'intégration de tous ces éléments dans les smartphones a conduit à une baisse du PIB, parce que à la fois, vous avez fait baisser la vente des biens spécialisés, comme je vous ai dit tout à l'heure, moins de GPS, moins de machin, donc ça fait baisser le PIB, et puis également, on a une difficulté à mesurer les qualités des smartphones. On va essayer de les mesurer par les prix, mais on va voir que ça pose problème de mesurer la qualité des smartphones ou la qualité de ce genre de produit-là par les prix. Voilà. Donc, la question, comme on a du mal à mesurer ces gains de qualité, on a beaucoup de mal à distinguer, disons, entre l'aspect baisse des ventes des biens spécialisés et difficulté plus grande à mesurer les gains de qualité des smartphones dans la baisse observée de la contribution des smartphones au PIB mesuré. Voilà. On voit que la contribution baisse et on ne sait pas ce qui est dû au fait qu'en fait, il y a moins qu'en fait, si vous voulez, on a plus en plus de mal à mesurer les gains de qualité et qu'il y a eu
des baisses des prix de vente des biens spécialisés. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le... Alors, juste je continue un petit peu. Donc ça c'est vraiment le problème de la qualité. Donc ce que j'avais dit au début, c'est qu'il y avait le problème des biens, si tu voulais, gratuits. Après, il y a le problème de mesurer la qualité, d'accord, et dans le PIB. Et ensuite, il y a un autre problème qui est celui de la mondialisation. C'est-à-dire que finalement, maintenant, les biens ont des composants qui sont produits dans différents pays ou des tâches qui sont effectuées dans différents pays. Et c'est très difficile de dire, voilà, d'attribuer, disons, vous voyez, c'est très difficile de répartir ce qui est produit, la valeur de ce qui est produit dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Donc reprenons l'exemple des smartphones. Typiquement, en Californie, c'est là que se passe le design, l'ingénierie, le logiciel et le marketing, d'accord ? En Chine, vous avez l'assemblage d'éléments provenant de fournisseurs de 28 pays différents, et les fournisseurs sont répartis dans le monde entier, d'accord ? Et ils vous fournissent l'écran, le processeur, etc. Alors, par exemple, vous voyez ici, Apple, il a des fournisseurs donc, dans 28 pays pour Apple, et vous voyez, c'est surtout la Chine. Mais après vient le Japon, l'US même et Taïwan, etc. Et vous voyez que, voilà. Et donc, et le problème, c'est que vous créez de la valeur dans chacun de ces pays. Et qu'est-ce qui est créé où? Et qu'est-ce qui doit être comptabilisé dans le PIB de qui, quoi? Vous voyez, donc ça devient impossible. Alors, on a vu que le PIB mesurait la production dans un pays donné. Comment tenir compte de cette mondialisation des chaînes de valeur quand on calcule le PIB d'un pays? Donc, cette question de la répartition est particulièrement importante dans les secteurs des smartphones, puisque ça représente 400 milliards de dollars en 2015. Alors voilà, mais ça s'applique aussi au-delà de ça. Les logiciels, par exemple, regardons, donc toujours je regarde le problème des chaînes de valeur mondiales et je regarde les logiciels. La création de logiciels représente un investissement important, mais le logiciel d'un téléphone est considéré comme un bien intermédiaire afin d'éviter le double comptage dans le PIB au moment de la vente du téléphone. Donc on ne peut pas le compter à la fois comme bien final et le logiciel comme bien final et comme bien intermédiaire. Le problème, c'est comment faire si le logiciel utilisé sur le téléphone est fabriqué aux États-Unis, mais que le téléphone est assemblé en Chine. Une partie de la valeur du téléphone est localisée aux États-Unis, une autre en Chine. Alors, par exemple, prenons un exemple de logiciel, le logiciel Android, qui équipe 80% des téléphones mobiles dans le monde. Il est librement accessible, on dit open source. Et le PIB américain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont compter le développement du logiciel comme un investissement. Ils comptabilisent à zéro l'installation du logiciel sur un téléphone. Ils comptent l'assemblage du téléphone à presque zéro puisqu'il est principalement fabriqué à l'étranger. Et finalement, même si l'ajustement en qualité des smartphones était parfait, il ne serait pas comptabilisé dans le PIB en raison du caractère mondialisé de la chaîne de valeur. Et ce que j'ai dit pour les logiciels ou pour les smartphones s'applique évidemment à d'autres secteurs. Par exemple, l'automobile. Comme vous le savez, les automobiles, maintenant, les tâches sont accomplies dans différents pays. Et on a également, ça crée évidemment un problème également pour la mesure du PIB. D'accord? Alors, au total, si vous voulez, le calcul du PIB ne tient pas compte des contenus en libre accès, prend difficilement en compte les gains de qualité dans les dernières décennies et se heurte à la mondialisation des chaînes de valeur. Ce phénomène, la question, c'est est-ce qu'il s'est aggravé au cours des dernières années? Parce qu'on pourrait dire, si ce phénomène s'est aggravé au cours des dernières années, voilà l'explication à la baisse observée de la croissance du PIB, ou de la croissance du PIB par tête, si vous voulez. Peut-être que ce phénomène s'est aggravé. Alors, essayons de regarder cette question-là. Est-ce que j'ai été un petit peu rapide? Je suis un peu rapide. Je ralentis un peu, là. On souffle un peu? Bon, voilà. Alors, comment inférer l'augmentation de qualité en observant l'évolution du prix? Voilà, ça c'est la grande question. Et on va d'abord regarder les puces électroniques. Comment j'infère l'augmentation de qualité? Parce qu'en gros, la croissance, c'est mesurer l'augmentation de qualité. Et la question, c'est de savoir, moi, tout ce que j'observe, c'est des valeurs monétaires. Et je voudrais pouvoir inférer de ce que j'observe sur les valeurs monétaires des évolutions sur la qualité des biens. Et donc, si vous voulez, par exemple, voilà un exemple. Beaucoup de travaux, et notamment Sichel et quelqu'un qui s'appelle Fernald, etc., ils ont regardé des secteurs particuliers. Et ils se sont intéressés ici aux puces électroniques, d'accord, aux semi-conducteurs et aux puces, d'accord. Et donc, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, on peut regarder la baisse de vente, c'est-à-dire qu'évidemment, on peut dire, eh bien, une mesure de qualité, ça serait de dire,
eh bien, chaque fois qu'il y a une meilleure puce qui arrive, évidemment, ça va faire baisser le prix de la puce précédente, si vous les voyez. Donc, je vais contribuer à faire baisser les prix des puces, vous voyez. Voilà. Donc, et effectivement, on observe jusqu'au milieu des années 2000 une baisse rapide du prix de vente des puces électroniques, mais après, le prix de vente s'est stabilisé. Alors, c'est assez curieux parce que, en fait, le prix, si vous voulez, le prix, il est ajusté pour la qualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, le prix, c'est un prix qui est ajusté pour la qualité, parce que je m'indexe, j'ai une puce qui est meilleure maintenant, eh bien, ça va faire baisser le prix des puces d'avant, qui étaient de moins bonne qualité, vous comprenez? Donc, l'augmentation de qualité se reflète dans le fait que les puces précédentes vont baisser, leur prix va baisser plus vite, d'accord? Donc, en gros, avant, on se disait, ben, c'est très simple, on infère le rythme d'augmentation de qualité par le rythme de baisse de prix. Vous comprenez ça? Mais c'est merveilleux. Mais si c'est bizarre, c'est formidable. Bon, alors, donc, et le problème, c'est qu'on observe qu'il y a eu baisse constante du prix des puces, donc on se dit, bah, la qualité augmente, donc c'est un signe de croissance, mais à un moment donné, eh bien, le prix de vente semble se stabiliser, il arrête de baisser. Donc on peut dire, ben voilà, ça veut dire on a arrêté d'innover dans les puces. Mais pourtant, les avancées technologiques dans ce domaine semblent avoir persisté. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, quoi. Et on veut essayer de comprendre, parce qu'on a l'impression que les avancées continuent, et pourtant le prix des puces, lui, baisse et à un moment donné cesse de baisser. On se demande, mais pourquoi il cesse de baisser? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup il devrait s'arrêter? Voilà. Donc, si vous voulez, on se dit, mais peut-être que le prix était à une époque un reflet fiable de l'évolution de la qualité des puces, mais qu'à un moment donné, il cesse d'être un indice fiable de l'évolution de la qualité des puces. D'accord? Donc, alors pourquoi s'intéresser aux puces électroniques? Ben, elles sont une composante essentielle dans la révolution digitale, car elles sont le cœur des ordinateurs, le cœur des robots, le cœur des smartphones. Je ferai une leçon entière sur l'intelligence artificielle et je vous parlerai de l'application des robots. Donc, ça, on va passer beaucoup de temps, on va faire une leçon entière là-dessus. Hein, donc, ça vous en aurez jusque-là, des robots et de l'intelligence artificielle, d'accord? Et donc, leur prix a un impact important sur l'ensemble de l'économie. Donc, c'est intéressant de regarder les puces. Alors, je vais juste dire quelques mots sur les puces électroniques. C'est que les puces électroniques, si vous voulez, c'est composé, c'est au microprocesseur, c'est constitué de transistors. Et plus ça contient de transistors, plus important est le nombre d'opérations importantes que la puce peut effectuer à la seconde. C'est-à-dire qu'une puce, plus elle a de transistors en elle, plus rapidement elle vous fait plein de choses. Voilà. Alors, le premier microprocesseur est inventé en 1971 par Intel et il est constitué de 2300 transistors. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le nombre de transistors, jusque dans les années 2000, mais après ça va s'arrêter. En fait, là, si je devais continuer cette courbe, en fait, elle devient plus horizontale à partir de là. C'est que, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que plus ou moins de 1971 jusqu'aux années 2000, eh bien, plus ou moins tous les 18 mois, le nombre de puces, là on dit double tous les 18 mois, oui, ça c'est double. Enfin, en gros, il double tous les 2 ans. Voilà, le nombre de puces, le nombre de transistors sur une puce, plus ou moins double tous les 2 ans. Donc on se disait, ben, finalement, pour les puces, c'est pas la peine de regarder les prix. Parce que, en gros, eh bien, on n'a qu'à regarder on a qu'à compter le nombre de transistors sur la puce, quoi. Et en gros, c'est ça l'amélioration de qualité. Donc, dans le secteur des puces, j'ai pas ce problème de distinguer qu'est-ce qui est l'inflation, qu'est-ce qui n'est pas l'inflation, parce que je regarde le nombre de transistors, et tant que le nombre de transistors augmente, la performance de la puce augmente, et je sais à quel rythme ça augmente. Mais le problème, si vous voulez, c'est que les prix, quand je regarde, donc ça c'est effectivement, il y a les prix effectivement ont cessé d'augmenter, le nombre de puces a cessé d'augmenter, mais la qualité, elle, a continué d'augmenter. Donc malheureusement, ça serait très beau si la qualité pouvait être uniquement mesurée par le nombre de transistors. Eh bien, on se dit, bah, c'est très bien, je prends la loi de Moore, et puis la loi de Moore me dit tout ce qu'il faut. Voilà, finalement, j'oublie les prix dans ce secteur, je regarde juste ce nombre de transistors, et puis voilà, c'est bon. Et donc, si vous voulez, oui, je l'ai montré 2 fois celle-là.
Et vous voyez ici, c'est intéressant, regardez la courbe rouge, mais je reviendrai à cette transparent. On voit qu'en fait, mesuré par le prix, vous voyez ça de l'augmentation ça c'est la mesure de performance par les prix, et en fait, elle s'arrête là. Est-ce que c'est le clock speed? Est-ce que c'est les prix ou est-ce que c'est les transistors? C'est le nombre de transistors, ça. C'est ça. C'est la performance par le nombre de transistors. Et on voit que ça augmente, et abandonné à partir de l'année 2004, le nombre de transistors se stabilise. Vous voyez, donc là, on se dit, là, finalement, voilà l'explication. Pourquoi il y a eu stagnation séculaire? Parce qu'à un moment donné, pour une raison X, dans le secteur de micro-machin, on a cessé d'augmenter le nombre de transistors et, dans les puces, et donc, du coup, voilà, plus de croissance, d'accord? Mais seulement, donc voilà. Donc, mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un problème. Et le problème était le suivant, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle le nombre de transistors a cessé d'augmenter. C'est parce que, si vous mettez trop de transistors dans une puce, vous avez un problème de dissipation de chaleur. Et c'est parce qu'ils ont fait face à ce problème que Intel a changé de stratégie pour améliorer la qualité des puces. C'est-à-dire que ce qu'ils se sont dit, c'est pas que l'innovation a stoppé, c'est qu'ils l'ont fait autrement. Au lieu de dire je vais mettre de plus en plus de transistors dans la puce, ils ont dit non, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser mes puces autrement, mes transistors autrement. Je vais les disposer autrement. Et je vais le faire pour accomplir des tâches importantes. C'est-à-dire qu'ils se sont demandé, de quoi on a besoin surtout? C'est-à-dire qu'ils sont partis des besoins. Et donc, moi, ce que je veux, c'est satisfaire ces besoins. Et je vais agencer mes transistors dans la puce de manière optimale, meilleure qu'avant, pour remplir plus rapidement ces tâches dont je sais que la demande est grande pour ces tâches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au lieu de faire de la quantité, ils se sont mis à faire de la qualité. Vous comprenez? Ils ont dit, on ne va pas mettre plus de transistors, on va les agencer de mieux en mieux, pour répondre mieux à la demande des gens qui utilisent des puces électroniques. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont raisonné. Donc, il y a eu de l'innovation. L'innovation n'a pas stoppé. D'accord? Elle a été autre. D'accord? Donc, même si la loi de Moore, même si le nombre de transistors par puce est devenu plate, ça ne veut pas dire que l'innovation a stoppé. Et donc, ça ne peut pas être l'explication si vous voulez, de la baisse de la croissance de la productivité. Alors, donc je reviens à ça et je vous le dis plus en détail. Il y a deux manières de mesurer la performance des puces. Une, c'est ce qu'on appelle la fréquence d'horloge. Il rend compte du nombre d'opérations effectuées à la seconde par la puce, directement relié au nombre de transistors. C'est l'indicateur historique. C'est celui que, voilà. Et l'autre indicateur, c'est un nouvel indicateur qui est un score basé sur la réalisation de tâches représentatives des besoins des utilisateurs. C'est ce que je t'ai obligé d'expliquer. Ce qui compte, c'est il y a des besoins des utilisateurs. Il y a peut-être des choses qui sont inutiles et il y a des choses qui sont utiles. Et je vais regarder, la capacité de remplir les tâches utiles, d'accord? Et c'est ça qui va profiter, qui va être amélioré en agençant les transistors dans la puce de mieux en mieux. Voilà. Et ça, c'est un indicateur de performance observée. Voilà, j'ai un certain nombre de tâches, est-ce qu'elles sont de mieux en mieux remplies? Et je reviens maintenant au diagramme que j'avais tout à l'heure. Ça, c'était ce qui était simplement en prenant en compte l'indicateur historique, ça c'est son évolution. Et ça, c'est les indicateurs, c'est l'indicateur qui est basé sur la réalisation, l'efficacité de la réalisation des tâches pour lesquelles il y a une vraie demande et qu'on peut améliorer en agençant autrement. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de transistors par puce s'est stabilisé à partir de 2004, mais vous voyez quand même que cet indice de satisfaction a augmenté, c'est-à-dire que la qualité du bien a continué d'augmenter. Donc, vous voyez, là, ils vous disent un exemple, ils disent, voilà, si on sait mesurer correctement, on peut, on peut corriger le problème de la mesure. Vous voyez, on peut montrer qu'il y avait une augmentation, en fait, de productivité, il y avait une augmentation de qualité, là où on croyait qu'il n'y en avait plus. D'accord? Alors, historiquement, ce qui s'est passé, c'était la chose suivante. Moi, je vous parlais avant de tant que historiquement, Intel baissait le prix de ses anciennes puces chaque fois qu'une nouvelle génération de puces plus performantes apparaissait.
Parce qu'il fallait continuer à vendre les anciennes. Donc évidemment, pour pouvoir vendre les anciennes, il fallait forcément baisser leur prix pour que le prix divisé par la qualité soit la même chose pour les deux, quoi. Parce que sinon, j'aurais complètement délaissé les anciennes puces et je n'aurais acheté que les nouvelles. Ils veulent quand même écouler leur stock. Donc pour écouler leur stock, ils baissaient le prix juste ce qu'il fallait pour que les gens soient indifférents entre acheter la nouvelle puce ou acheter l'ancienne à un prix beaucoup plus faible. D'accord? Donc ils faisaient comme ça. À partir de 2006, le prix des anciennes générations de puces a cessé de chuter, même si de nouvelles générations plus performantes sont apparues. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les anciennes générations ont un prix plus proche des nouvelles générations de puces, alors que les anciennes puces sont bien moins bonnes, quoi. Voilà. Donc il y a eu un peu sur les prix tels qu'on les observe, la décroissance du prix a été ralentie, mais à nouveau, ça ne reflète pas pleinement. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu ralentissement de la qualité des puces au même rythme qu'on observe la baisse des prix, quoi. Voilà. Donc le prix a cessé. Le prix était peut-être une mesure correcte de la croissance de la qualité des puces jusqu'à 2004, mais à partir de 2004, il cesse d'être une bonne mesure. Et vous voyez là ici ce qu'ils font, c'est qu'il y a l'indice le PPI, le Production Price Index, qui lui est vraiment l'indice bébête, quoi, hein, et puis il y a l'indice corrigé, qui est corrigé en disant, ben voilà, je vais corriger pour cette amélioration de qualité que j'ai observée, voyez, avec mon indice de qualité, et je vais regarder la baisse de prix. Je regarde le prix ajusté par la qualité, mais la qualité que moi j'ai observée. Et évidemment, la qualité que moi j'ai observée, la qualité traditionnelle, elle cesse d'augmenter en 2004, tandis que la qualité que moi je mesure en termes des services fournis, celle-là, elle continue de s'améliorer. Donc le prix ajusté pour cette qualité-là, lui, continue de baisser après 2004. Et vous voyez vraiment la différence, c'est-à-dire que si je ne prends pas en compte, si je ne regarde que tout en fonction du nombre de transistors par puce, ben je vois que la baisse de prix, elle se stabilise, elle stoppe ici, tandis que si je fais l'autre manière de mesurer la qualité, vous voyez que je prends le prix, vous voyez, ajusté par cette qualité-là, il y a une décroissance plus importante. Vous comprenez ça? D'accord? Donc, la correction proposée de l'indice des prix sur les puces électroniques pour relier qualité et prix dans ce secteur est centrale pour la révolution digitale. Les signaux d'alarme sur le ralentissement de l'innovation dans ce secteur pourraient donc être liés à une erreur de mesure des prix. Alors le problème, c'est que ça n'est pas les puces, c'est des biens intermédiaires, vous voyez, donc c'est pas comptabilisé vraiment dans le PIB. Et malheureusement, il y a une bonne idée là qui est de dire quelque part les prix ne reflètent pas bien les améliorations, l'évolution des prix ne reflète pas bien l'amélioration de qualité. Et donc ici, on tend à surestimer les prix, à surestimer l'inflation et à sous-estimer l'augmentation de qualité. Donc cette idée est intéressante. Le problème, c'est qu'elle n'explique pas la baisse observée de la croissance de la productivité, de la croissance du PIB par tête. Voilà. On sait que la croissance du PIB par tête mesurée la croissance est de moins en moins élevée, et ça, on ne peut pas l'expliquer avec ce genre de considération, parce que les puces, malheureusement, c'est des biens intermédiaires. Mais il y a quand même l'idée que le prix n'est pas une bonne mesure de la qualité. Voilà, et qu'il faut savoir regarder de combien je surestime l'inflation et donc de combien je sous-estime la croissance réelle. Voyez, cette idée-là, elle est déjà là-dedans. Mais eux n'ont pas rendu cette idée opérationnelle pour vous dire, OK, au niveau de l'économie tout entière, de combien on sous-estime la croissance. Et c'est ce que je vais faire dans la deuxième partie du cours. D'accord? Mais il y a quand même l'embryon de l'idée là-dedans. D'accord? Alors, ce résultat soulève une autre interrogation. Au cours des dernières années, le prix du matériel informatique a baissé moins rapidement que dans les périodes précédentes. Et si le prix des puces électroniques a continué de baisser, pourquoi ça ne s'est pas répercuté dans le prix des ordinateurs? Donc là, on dit, bon, OK, c'est un bien intermédiaire, les puces, mais les ordinateurs, eux, c'est un bien final. Donc regardons les ordinateurs. Et effectivement, on voit que les ordinateurs, eh bien, également, on observe que pour les ordinateurs, le prix qui baissait s'est mis à baisser moins. Alors, à nouveau, on peut se poser la même question pour les ordinateurs qu'on se posait pour les puces. Est-ce que ça veut dire que la qualité des ordinateurs s'est mise à augmenter de moins en moins au cours du temps? Et là, on a un bien final qui rentre dans le PIB. D'accord? Et donc, il est intéressant de construire un indice des prix similaire pour les ordinateurs à ce qu'on a fait pour les puces et de faire pour les ordinateurs l'équivalent de cet indice de prix-là, donc qui suit une évolution plus crédible que l'indice mesuré.
Alors, je passe à la dernière, donc ça c'est cette contribution-là. Donc, alors maintenant, on veut regarder le problème suivant. Donc, les innovations récentes, notamment dans le digital, ne semblent plus se traduire dans les chiffres de la productivité et de la croissance de la productivité. Alors, est-ce que c'est parce que la productivité a ralenti ou bien parce qu'elle est moins bien mesurée? Donc, on en est là, finalement. On se dit, ben, c'est Gordon, hein, j'observe une baisse de la croissance de la productivité au cours du temps. C'est ce qu'il appelle la stagnation séculaire. Est-ce que c'est dû au fait qu'effectivement, il y a eu un ralentissement dans l'amélioration de la qualité des biens, ou est-ce que c'est dû au fait que, eh bien, on sait de moins en moins mesurer la croissance de la productivité, d'accord? Et donc ça va être le problème qui va nous concerner jusqu'à la fin de cette leçon aujourd'hui. Je regarde un petit peu chez eux déjà, et qu'est-ce qu'on voit là? Là, ça nous montre la croissance de la productivité moyenne par an sur différentes périodes, d'accord? Donc là, on voit, par exemple, l'année, vous voyez, il y a eu une accélération aux États-Unis. Effectivement, que la croissance de la productivité s'est accélérée entre 1995 et 2005. Ça a été les années fastes aux États-Unis. Tout d'un coup, ils ont cru beaucoup plus vite que nous. Hein, et donc, on s'est dit, mais c'est quand même miraculeux, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? 1995-2005, il y a vraiment un boom de la croissance de la productivité. D'ailleurs, entre parenthèses, ça rend obsolète tous les modèles de croissance qui pensent que la croissance de la productivité décroît au cours du temps. Là, tout d'un coup, elle repart aux États-Unis, d'accord? Et puis après, 2004-2014, ça baisse, d'accord? Alors évidemment, on peut vous dire il y a la crise, etc. Mais bon, la crise, c'est quoi? C'est surtout 2009-2012. Mais on sait qu'il y a eu une grande résilience de l'économie américaine et que l'économie américaine n'est pas comme l'économie européenne et que les Américains ont rebondi assez rapidement, finalement, après la crise financière. Donc, si vous voulez, voilà, on a ce ralentissement-là et on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui sous-tend ce ralentissement. Donc là, un petit peu l'idée, c'est de se placer dans la continuité du raisonnement que j'ai fait concernant les puces électroniques pour essayer de voir est-ce que les prix, comment améliorer l'indice de prix pour qu'il soit vraiment un reflet de la qualité des biens. Et donc, par exemple, je sais que je peux acheter un ordinateur au même prix en 2010, en 2015, 1 000 € à peu près. Mais il est probable que l'ordinateur de 2015 est beaucoup plus puissant que qualité d'image, mémoire, puce électronique que l'ordinateur de 2010. Donc, le vrai prix de l'ordinateur devrait avoir baissé pour rendre compte du fait que l'on ait acheté au même prix un ordinateur plus performant. Donc, cette correction de qualité doit s'ajouter disons, au prix qu'on voit, quoi, vous voyez, à l'évolution observée des prix. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que donc on va essayer de voir le vrai prix, vous voyez, de l'ordinateur. Et si on mesure mal le vrai prix, on surestime l'inflation et on sous-estime le gain de qualité. Et donc, on sous-estime la croissance de la productivité. C'est toujours cette chose-là. C'est-à-dire que quand vous avez une augmentation en valeur monétaire, eh bien, vous ne savez pas qu'est-ce qui est dû à la croissance de la qualité et qu'est-ce qui est dû à une inflation pure. Et vous essayez de détacher ces deux éléments-là. Vous voyez ? On peut avoir tendance, il se peut que simplement la valeur monétaire d'un bien, il se peut, voilà, que, eh bien, ça peut être le fait que ce soit 1 000 € en 2015 en 2010, ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration de qualité de l'ordinateur entre les deux périodes, mais on sait que ce n'est pas possible. Ou ça peut vouloir dire que, eh bien, quelque part, il y a quelque chose qui bloque le prix, qu'en gros, en fait, il y a eu plus d'inflation quelque part, voilà, que l'inflation est importante dans ce secteur et que donc l'ancien ordinateur, ben, même s'il voilà, il y a une inflation qui fait que l'ancien ordinateur se vend encore très cher. Donc on veut comprendre qu'est-ce qui est l'inflation et qu'est-ce qui est la qualité. Alors, si je regarde ce diagramme-là, c'est que je regarde l'évolution ici du vrai prix des ordinateurs dans le temps. D'accord, du prix où je tiens compte de la qualité, d'accord? Et en fait, en gros, pour calculer le vrai prix, il fait comme on avait fait pour les puces. Vous vous souvenez, avec les puces, j'avais fait un indice en regardant la satisfaction des biens de base. Et j'avais dit quelle est la satisfaction, est-ce qu'elle a augmenté ou pas? Et là, je dis, ben, je vais faire de cette façon-là, et du coup, je corrige le prix pour cette qualité. Donc, je fais le vrai prix. Et vous voyez que finalement, eh bien, les deux indicateurs restent proches pendant les années 90, et l'écart s'accroît un peu. Et là, l'écart s'accroît. Donc là, on a de plus en plus de mal. Donc la qualité des ordinateurs semble avoir augmenté plus vite que ce que suggèrent les prix, la pure observation des prix. J'ai dû corriger mes prix, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant de dire qu'effectivement, il y a eu, dans la dernière période, eh bien, les prix sont devenus de moins en moins fiables
comme mesure de la qualité. Voilà, je suis obligé de corriger, de passer du prix que j'observe à ce que j'appelle le vrai prix, et l'écart entre les deux devient de plus en plus important. Voilà, l'évolution des deux, vous voyez, le vrai prix et le prix officiel des ordinateurs se détachent de plus en plus. Alors maintenant, on peut dire, bon, mais voilà, on va essayer de comprendre cette divergence, d'où ça vient. Alors on dit, ben voilà, on va regarder des choses, on va essayer de l'expliquer. Donc on dit par exemple, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On voit cet effet de qualité des ordinateurs, je reviens au diagramme qui était là, et maintenant on va dire, ben, il y a l'effet qu'on a mal vu la qualité. Donc j'ai fait cette amélioration de mesure de la qualité, j'en ai construit cet indice qui est un peu meilleur qu'avant, je vais maintenant remettre ça, corriger pour cet indice de qualité, je vais recalculer la croissance de la productivité en prenant en compte ce nouvel indice de prix, cette nouvelle mesure de prix, et on voit qu'en fait, eh bien, l'écart entre là et là s'agrandit. Vous voyez, au lieu de réduire l'écart de là à là, vous voyez, cette partie est plus grande que celle-là. Et donc, en fait, au lieu de... Je n'explique pas donc la baisse de là à là, au contraire, compte tenu de cet indice de qualité, je vois en fait un écart encore plus grand, une baisse encore plus grande au total, entre la période 95-2004 et 2004-2014. D'accord ? Alors maintenant, je peux faire autre chose, c'est que je fais un ajustement sur le prix des logiciels. J'essaie de regarder, voilà, je corrige pour le prix des logiciels. Et ça contribue encore à augmenter l'écart. Donc, ce n'est pas ça qui va me donner ce que je veux. Et puis finalement, je tiens compte d'investissements immatériels, marketing, formation de personnel. Et là, effectivement, vous voyez, là, c'est les intangibles. Et là, les intangibles sont plus importants là que là. On ne les voit pas ici. Et effectivement, ça contribue un petit peu à expliquer le ralentissement, mais en fait, pratiquement pas. Donc finalement, je reste, vous voyez, et alors dernièrement, l'amélioration de l'accès à l'Internet. Ça contribue bien à la réduction de l'écart, effectivement, mais de façon quand même assez faible par rapport au différentiel total à expliquer. Donc voilà, et au total, si vous voulez, eh bien, on observe bien que la croissance de la productivité a été sous-estimée au cours des dernières années pour plusieurs raisons, mauvais ajustement de la qualité, investissement immatériel, etc. Mais ce résultat n'explique pas le ralentissement de la productivité observé entre 1995-2004 et 2004-2014. Pourquoi? Alors, les auteurs avancent le fait qu'un nombre important d'innovations récentes ont un impact hors du secteur marchand. Elles contribuent davantage à une hausse de la productivité de nos loisirs. Et ils reconnaissent également que la prise en compte spécifique des innovations n'est pas suffisante, que quelque part, il y a quelque chose qui fait qu'on ne sait pas prendre en compte l'innovation comme il faut. Et ça m'amène à la deuxième partie du cours. Alors, il est exactement 15h02. Je vous propose de faire 5 minutes de pause. Donc, en fait, on a vu déjà cette idée, mais on l'a vu sur des exemples particuliers. Vous voyez, les puces, les ordinateurs, que quelque part, les prix ont du mal à refléter et leur évolution ont du mal à refléter la qualité des biens et leur évolution au cours du temps. Voilà, donc on voit bien déjà qu'il y a des tensions. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut quantifier, disons, ce que ça implique au niveau de l'économie dans son ensemble pour la mesure de la croissance pour l'économie dans son ensemble. Vous voyez, pour le moment, là, je vous ai pris les puces, les appareils photo, mais je n'ai pas regardé l'économie dans son ensemble. L'économie, c'est plein de biens et services, vous voyez, donc, qui contribuent au PIB et donc à son évolution. Donc, je voudrais avoir une méthode qui me permette de donner un chiffre macroéconomique. Vous voyez, quand j'ai dit l'autre jour au Conseil comité d'action publique à la directrice du budget que la croissance n'était pas bien mesurée, voilà, qu'est-ce qui m'autorisait à le dire, voilà. Donc là, je vais vous montrer ce qui m'autorise, enfin, ce qui m'autorise à le dire, mais peut-être vous me direz que j'avais tort et que j'avais une occasion de me taire, en fait, voilà. Donc ma motivation, ça part de Gordon, en partie, c'est de dire, voilà, Gordon, je vous ai déjà montré cette figure plein de fois, chaque année je la montre, c'est de dire, voilà, il y a ce qu'on appelle les vagues, vous savez, les grandes vagues de la productivité. Alors ça, c'est aux États-Unis, mais on a les mêmes chez nous, un peu décalés dans le temps. Alors la vague de la vapeur, on était avant les Américains, mais la vague de l'électricité, on est après eux. Donc il y a la vague de la machine à vapeur que je ne représente pas là. Et puis il y a la vague de l'électricité et de la chimie. Et là, la vague des technologies de l'information et de la communication, mais peut-être que le digital va faire un blip là, et puis il y aura peut-être des grandes vagues. Alors Gordon, lui, pense que c'est terminé, et moi, je suis plus optimiste, et je pense qu'il y aura d'autres vagues, d'accord ? Mais si vous voulez, voilà, et la question, c'est que là, on observe quand même
grosso modo, que bon, alors là, il y a eu le petit mieux en 2000. Bon, je vous ai montré aussi qu'aux États-Unis, entre 1995 et 2004, la croissance de la productivité augmente. Donc, ça correspond à ce truc-là. Mais quand même, vous voyez, il y a une baisse séculaire. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui est reflété dans cette baisse séculaire. Moi, ça m'a motivé, avec d'autres, de dire je veux déjà m'assurer que je mesure correctement. Et il se trouve que, en fait, la mesure n'explique pas la baisse, je vous le dirai à la fin, mais la mesure, c'est quand même important, parce que je veux simplement anticiper, c'est qu'on est au-dessus de cette vague. Il y a des vagues, mais on est au-dessus, quoi. Quand lui il dit qu'on est là, on est là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc stagnation, donc du séculaire il y a, mais de la stagnation il n'y a pas, quoi. Voilà, donc déjà, dans l'expression stagnation séculaire de Gordon, mais je reviendrai à ça tout à l'heure, notre vague, elle est au-dessus de la vague que lui mesure. Donc, on est mieux quand même. Donc, voilà. Donc, ça se passe. Mais ça, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que moi, ce qui m'a motivé, c'est de dire, oui, c'est vrai que la croissance mesurée, j'ai l'impression que j'observe une baisse au cours du temps. Mais, d'un autre côté, si on regarde les brevets, eh bien, on voit qu'il y a une augmentation aux États-Unis du flux de brevets par année, quoi. Vous voyez, ça, c'est les brevets, c'est les applications, c'est-à-dire c'est les candidatures à des brevets. C'est là, et là, c'est les brevets qui sont accordés. Mais les deux s'accélèrent. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une économie moins innovante. Elle devient de plus en plus innovante. Donc, comment ça se fait qu'une économie qui devient de plus en plus innovante, j'observe une baisse de la croissance mesurée de la productivité. Voilà. Donc, c'était cette énigme-là qui m'a motivé. Une autre motivation vient de ce diagramme que je vous ai déjà montré avant, je crois dans la première leçon, mais je reviens à ça. C'est de dire, mais voilà, si je regarde en fait, je mets les secteurs américains par le degré de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'à gauche, j'ai des secteurs pépères où il ne se passe rien. Et à droite, plus je vais vers la droite, plus c'est des secteurs où il y a sans arrêt des nouveaux qui remplacent des anciens, des nouveaux emplois qui remplacent d'anciens emplois, de nouvelles firmes qui remplacent des anciennes firmes. Il y a beaucoup d'entrées, de sorties, etc. Vous voyez, voilà. Et là, je regarde la corrélation entre la croissance mesurée et l'innovation. C'est-à-dire, je regarde une mesure de est-ce que l'innovation est bien reflétée dans la croissance. Voilà, mesurée. Et ce qui est intéressant, c'est que plus, vous voyez une courbe décroissante, c'est-à-dire que plus votre secteur est un secteur où il y a de l'entrée et de la sortie, etc., moins l'innovation est reflétée dans la croissance mesurée dans ce secteur. C'est intéressant. Vous voyez, je veux dire, moins on sait mesurer, plus un secteur est dynamique, moins on sait mesurer l'apport de l'innovation à la croissance dans ce secteur. C'est intéressant. Et c'est ça qui a démarré cette étude. C'est ce qu'on appelle en anglais smoking gun. C'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose là, vous voyez, ce n'est pas une preuve, mais on se dit, tiens, il y a un loup, il y a un lièvre, je ne sais plus quoi, là, je ne vais plus faire du machin. Bon, oui, alors j'ai oublié maintenant, alors je fais toujours la même bêtise, c'est que je ne sais plus où j'ai mis mon... Vous savez où il est? Il est là-bas, non? Ouf, c'est... Je crois que ça me fait marcher un peu, ce qui est bien. Voilà, très bien. Bon, alors, on voit que donc, la corrélation, je suis désolé pour l'anglais, hein, la corrélation entre la croissance de la productivité, TFP, c'est productivité globale des facteurs, hein, c'est la PGF en français, mais c'est la productivité, hein, et growth, c'est croissance. Donc la corrélation entre la croissance de la productivité mesurée et les flux de brevets au cours du temps est moins forte et plus faible dans les secteurs avec un taux de destruction créatrice, parce que c'est de ça qu'il s'agit, quand du nouveau remplace l'ancien, c'est la fameuse destruction créatrice. Ben dans les endroits où il y a plus de destruction créatrice, eh bien on voit que cette corrélation est plus faible. Voilà. Alors maintenant, on pose la question, pourquoi il y a ce lien entre la destruction créatrice et la difficulté de mesurer l'innovation du point de vue de ses apports à la croissance de la productivité? Pourquoi on a plus de mal à mesurer l'input innovation dans la croissance de la productivité dans une économie où il y a plus dans un secteur où il y a plus de destruction créatrice? Et l'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est que je le fais toujours avec la bouteille. Je vous l'avais fait la première fois, mais je vais la refaire. Le coup de la bouteille d'eau. Vous n'y coupez pas. Donc voilà, la bouteille d'eau. Donc, qu'est-ce que je sais mesurer? Ça, c'est vraiment l'idée. Et là, oubliez les maths, les équations que je vais montrer. Tiens, je n'en montrerai pas, j'irai très vite dessus. Regardez l'idée. Là, j'ai une bouteille d'eau. Donc, j'ai la valeur monétaire de cette bouteille hier et aujourd'hui.
d'accord? Si je n'ai pas changé la bouteille d'eau, si je n'ai rien changé à cette bouteille, c'est que c'est purement de l'inflation. Ce n'est pas de l'amélioration de qualité, puisque c'est la même bouteille, d'accord? Maintenant, supposons que je fais un petit changement à la bouteille, je remplace ce bouchon par un bouchon un peu plus sophistiqué, d'accord? Et que j'observe la valeur monétaire de ma bouteille qui augmente. Je peux plus ou moins dire, ça c'est de l'inflation, et ça c'est l'amélioration de qualité du bouchon. Donc ça, on sait faire, quoi, plus ou moins. Mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est que si je remplace cette bouteille par ce pointeur, eh bien là, je ne sais plus, quoi. Les instituts statistiques sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, si vous voulez, quand il y a la destruction créatrice, là, ils sont paumés. Et donc, quand c'est l'innovation marginale, vous voyez, qui ne s'accompagne pas de destruction créatrice, ça, ils savent faire. Mais quand il y a de l'innovation qui s'accompagne de destruction créatrice, un bien remplace un autre, là, ils ne savent plus faire. Et alors, qu'est-ce que font les instituts de statistiques? C'est terrible. Alors, ils donnent des noms. Aux États-Unis, ils appellent ça imputation. En Europe, ils appellent ça extrapolation. Mais c'est la même erreur qu'ils font, vous voyez? Et c'est qu'ils prennent des groupes de biens. Donc, il y a des catégories de biens. Et dans chaque catégorie de biens, ils disent, c'est très simple. On va oublier les biens qui sont remplacés par d'autres. On va garder que les biens qui étaient là hier et aujourd'hui. Donc, je regarde entre hier et aujourd'hui. Je ne garde que les biens entre hier et aujourd'hui. Et là, je sais calculer l'inflation. Et je vais faire l'hypothèse que ce taux d'inflation que j'ai calculé là, vous voyez, je vais le représenter comme ça. Là, j'ai des craies là. Attendez, je dois avoir des craies. Là, des craies, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a les biens. Vous prenez une catégorie de biens. Dans une catégorie de biens, il y a les biens qui sont sujets à la destruction créatrice. Je dis creative destruction. Et les autres, eh bien, je calcule l'inflation sur les autres. Et je dis, c'est le taux d'inflation pour toute la catégorie de biens. C'est scandaleux de faire un truc pareil, vous vous rendez compte? C'est honteux. Voilà. Eh bien, non, ils ont été obligés, Voilà, ils ne savaient pas faire. Mais en vérité, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Alors, aux États-Unis, on appelle ça imputation. J'impute l'inflation là à toute la catégorie de biens. En Europe, on a ces mots merveilleux, très élégants. J'extrapole. C'est mieux quand même. Hein. J'extrapole. Hein. Voilà. J'extrapole. Voilà. Et donc l'idée, c'est ça. Et donc, voilà. Et alors, on sait qu'en fait, nous, on a calculé que, par exemple, le BLS, qui est le Bureau of Labor Statistics, qui est l'équivalent de l'INSEE aux États-Unis, hein, eh bien, en 97, 92% des fois, ils ont fait de l'imputation. C'est-à-dire pratiquement 100. Ça, c'est pour l'indice de consommation, de prix à la consommation, et l'indice à production, on pense que c'est 100%. Voilà. Donc, et donc, voilà. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on rate comme croissance quand on fait ça. Voilà. Alors, je vais aller lentement et je vais faire le truc de manière très pédagogique. Je ne veux pas faire de... Alors là, il y a cette merveilleuse quote, puisque vous pouvez penser que je vous raconte des blagues, mais il y a cette merveilleuse quote, c'est de l'anglais et on va le traduire ensemble. Alors, si aucun rapport sur les prix, price report, si aucune information sur les prix d'une compagnie qui participe a été reçue dans un mois en particulier, le changement de prix du bien correspondant sera estimé en faisant la moyenne des changements de prix pour d'autres biens à l'intérieur de la même cellule pour lesquels on a observé un report. Vous comprenez? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc c'est ça. Est-ce que tout le monde, il n'y a pas de main qui se lève? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui? Ah ben c'est super, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Et ça, c'est le BLS. C'est la méthode, vous voyez, c'est le discours sur la méthode du Bureau of Labor Statistics. D'accord? C'est la Bible, Bible. Hein, voilà. OK? Voilà. Alors, je vais regarder maintenant combien de croissance de productivité j'ai perdu en faisant ça. Parce qu'évidemment, typiquement, les nouveaux biens, les malheureux qu'on ne compte pas, ils sont typiquement meilleurs que les anciens. Donc, quand je les ignore, j'ignore de l'amélioration de qualité, évidemment. Donc, forcément, je vais surestimer l'inflation et je vais sous-estimer la croissance de la qualité. Vous comprenez? Et je veux calculer de combien je le fais. D'accord? Et je vais le faire pour les États-Unis et la France. D'accord? Donc, c'est ça que je vais faire. Alors, je vais y aller doucement. Je vais vous faire un exemple numérique. Je vais y aller très doucement pour être sûr que vous comprenez tous cet exemple numérique. D'accord? Supposons qu'on ait, voilà, il y a 100% de biens, d'accord? Donc 100% c'est là. Là, vous avez une catégorie
qui est 80%, il n'y a pas d'inflation. Hein, pas d'inflation, pas d'innovation, je veux dire. Donc ça, c'est comme ma bouteille sans les bouchons, d'accord? Là, vous avez, là, c'est 80%. Vous avez 10%, c'est de l'innovation, mais avec le petit bouchon que j'ai changé, d'accord? Donc 10%, c'est innovation sans CD, sans Creative Destruction. Et là, j'ai 10% seulement innovation avec CD, d'accord? Alors, allez, je vais dire, voilà, le taux de croissance, qu'est-ce que je mesure? Ben, je mesure la croissance monétaire. Alors, je sais que l'inflation réelle, c'est 2%, et la croissance réelle, la croissance véritable réelle, en termes réels, pas en termes monétaires, c'est 2%. Donc, vous avez toujours été l'un à l'autre, le taux de croissance en monétaire, c'est 2% plus 2%. Hein, puisque vous mesurez la croissance monétaire, c'est PY. P augmente de 2%, Y augmente de 2%, donc PY augmente de 4%. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui? Mais vous êtes fantastique. Vous êtes formidable. Voilà. Donc, ça, je le connais, puisque je sais mesurer correctement la croissance monétaire. Donc, l'Institut statistique, il sait mesurer 4%. Il sait que c'est 4%. Maintenant, ce que je vais supposer, c'est que l'inflation, là, elle a été de 4%. Donc, je vais supposer que là, l'inflation est de 4%. Là, je suppose que l'inflation, c'est moins 6%. Mais quand je dis, alors vous allez vous demander comment ça se fait que les prix décroissent, mais c'est les prix ajustés pour la qualité. Donc je vais supposer que les prix ajustés pour la qualité baissent. Alors le prix peut augmenter un petit peu, le prix nominal, mais la qualité augmente plus. Et donc le prix ajusté pour la qualité baisse de 6%. Et là, je vais supposer que l'inflation est de moins 6% aussi. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le taux d'inflation, le vrai taux d'inflation, c'est 2. Vous pouvez d'ailleurs calculer 80% de 4%, moins 10% de 6%, moins 10% de 6%, vous arrivez au total à 2%. D'accord? Mais, le bureau de statistique, il va se tromper. Parce que le bureau de statistique, il va ignorer ces gens-là. Il va dire, je mets une croix dessus, quoi. Ils n'existent pas, quoi. Vous comprenez? Donc, quand ils vont calculer l'inflation, ils vont dire, eh bien, je vais le calculer en moyenne sur ces biens-là. Mais en moyenne sur ces biens-là, 80 sur 90, ils vont mettre le taux d'inflation 4%, et puis ils vont mettre 10 sur 90, ils vont mettre le taux d'inflation moins 6%. Et ils vont arriver du coup à une moyenne qui est un taux d'inflation 2,9. Vous voyez, vous comprenez le raisonnement? Mais vous êtes merveilleux. Vous êtes sûr? Qui ne comprend pas? Vous êtes fantastique. Vous voulez que je le refasse? Mais vous êtes extraordinaire. Vous êtes formidable. Je vous prends tous avec moi en thèse. Alors, bon, donc l'inflation est là. Alors évidemment maintenant, donc qu'est-ce qui s'est passé? Le bureau de statistique, lui, il a dit, ben non, alors moi l'inflation que j'ai mesurée, c'est 2,9. Et du coup, qu'est-ce qu'il se dit? Eh bien, il fait le raisonnement suivant. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Pratiquement, on peut faire une demi-heure, vous dites vraiment... Alors, il se dit, ben, j'ai 4% de croissance monétaire, de croissance des valeurs monétaires, d'accord, de croissance de PQ, de PY, moins 2,9, qui est mon taux d'inflation, qui est ce que je crois être la croissance de P mesurée, ce qui est faux, mal mesuré. Et il va dire, eh ben voilà, du coup, eh bien 1,1%, c'est la croissance de mon PIB en valeur réelle. Et donc, du coup, il a sous-estimé la croissance, elle était en vérité de 2, et il l'a mesurée à 1,1, donc il a perdu 0,9. Vous voyez? C'est ça le truc. En fait, c'est très proche de la vérité, ça. Les chiffres que j'ai mis là sont très proches de la vérité. J'ai fait un exemple pour vous introduire, pour vous expliquer le truc, mais c'est très très proche de la vérité. C'est dingue, hein? C'est énorme, vous vous rendez compte? 0,9. Alors vous allez me dire, mais on va trouver des chiffres très proches. Et ça veut dire que énorme, c'est que la croissance chez nous est beaucoup plus élevée que ce qu'on pensait. Ça va peut-être changer les élections, qui sait, je ne sais pas moi, si on avait su ça. Mais moi, je me suis bien gardé de le dire avant le mois de mai. Hein.
Non, c'est pas vrai. Tout est circulé, je plaisante. Hein, on peut aller sur ma page web en permanence. Donc voilà. Donc je vais. Donc ça, ce travail repose sur des papiers hein, on termine. En fait, j'ai un Skype pour terminer le papier, celui-là, et celui-là, c'est la même chose en France. Voilà, avec des différents co-auteurs. Donc, le modèle, comme je n'ai pas beaucoup de temps pour parler du modèle, mais en gros, sur le modèle, en fait, si vous voulez, voilà. L'idée, c'est la suivante. Je ne veux pas que vous regardiez les équations trop, mais vous avez du bien final que vous produisez avec des biens intermédiaires. Alors, le n, c'est le nombre de biens intermédiaires. Donc, il y a la variété de biens intermédiaires. Donc, vous pouvez créer, simplement écouter l'idée du raisonnement. On peut créer de la croissance en ayant plus de biens intermédiaires. On a une meilleure division du travail. Donc, une des sources de croissance, c'est la meilleure division du travail. D'accord? Une source de croissance, c'est l'amélioration de qualité. Mais l'amélioration de qualité des biens intermédiaires, elle peut se faire de deux manières. Elle peut se faire par des nouveaux entrants qui remplacent des gens en place. Par exemple, Uber remplace les taxis en partie, ou Amazon remplace les bookstores, remplace les librairies. Ça, c'est de la destruction créatrice, c'est-à-dire quelqu'un vient vous remplacer. Ça, c'est une des manières d'améliorer la qualité des biens. D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, les taxis sont devenus très, très bien depuis qu'il y a Uber. Enfin, bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est qu'il y a la concurrence, ça aide, évidemment. Bon, d'accord, avec un certain taux d'arrivée que j'appelle lambda D, oubliez les lettres grecques, un certain taux lambda D arrive sans arrêt dans chaque secteur, eh bien, de la destruction créatrice des nouveaux entrants qui font mieux que vous, et vous dites, ben voilà, ils vous remplacent, quoi. D'accord? Même, il peut y avoir également... Ça, c'est quand je disais, je remplace la bouteille par un autre bien. Mais il peut y avoir de l'amélioration par les gens qui produisent. Ça, c'est ma bouteille où je changeais le bouchon. Donc ça peut se passer aussi avec un certain taux d'arrivée. Par exemple, le iPhone 6 va améliorer le iPhone 5. D'accord? Mais c'est la même boîte. Ça n'a pas fait partir Apple. D'accord? Et puis, il y a des nouvelles variétés. Par exemple, le GPS arrive. Il n'y avait rien qui a été comme le GPS avant. Ça n'a rien remplacé du tout. Le GPS est venu en plus. D'accord? Vous voyez un peu les différences? Et les trois contribuent à la croissance. D'accord? Mais l'Institut de statistique, ça, il sait prendre en compte, mais ça et ça, ils ne savent pas prendre en compte. Vous voyez? Et donc, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui est perdu par le fait que l'Institut de statistique ne sait pas prendre en compte ça et ne sait pas prendre en compte ça. D'accord? Voilà. Alors, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les maths, mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'en gros, eh bien, on peut donner l'expression, on peut montrer que la croissance qu'on rate dépend du lambda D, du lambda I. Ça, c'est la taille des innovations correspondant à de la destruction créatrice. Ça, c'est la taille des innovations correspondant à des améliorations par la personne en place. Et ça, c'est la taille des innovations amenées par les nouvelles variétés. Elles sont en gamma n meilleures que les anciennes. Voilà. Ne devez pas vous embêter avec ça. C'est un truc un peu compliqué. Ne vous embêtez pas. Je savais que si je vous montrais ça, je vous ferais très peur. Mais je vais vous rassurer parce que la beauté de la chose, c'est que vous n'avez rien besoin de savoir tout ça. Voilà. C'est pas nécessaire. Tout ce que je vais vous dire maintenant ne repose pas sur cette formule. Voilà. C'est quand même très sécurisant. Hein. Voilà. Donc, on n'a pas utilisé cette formule. Nous allons échapper à la formule. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des histoires de rabbins comme ça. Vous voyez, je vous fais très peur. Et puis après, je vous montre que la vie est beaucoup plus facile. Voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, je vais maintenant vous montrer une manière très simple d'évaluer la croissance que l'on perd sans avoir à rentrer dans ces formules. Donc, oubliez ces formules. Simplement, si on veut regarder dans le détail, qu'est-ce qui dedans est la destruction créatrice, qu'est-ce qui dedans est les nouvelles variétés, là, on est obligé d'aller à la formule. Mais moi, je vais vous donner une manière simple de calculer le total de ce qui est raté. D'accord? Je n'arriverai pas à vous donner de manière simple la décomposition, mais je peux vous demander de manière simple le total de la croissance qui est voilà. Alors, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien voilà, et ça, la beauté, c'est qu'on peut regarder les établissements. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé la dernière fois des établissements qui rentrent, de ceux qui sortent, de la croissance en emploi des établissements, de la croissance en productivité des établissements. Donc, je vais retourner à ce que nous avions vu la dernière fois sur la dynamique des établissements, la dynamique des firmes. Et c'est ça que je vais faire rentrer. Vous voyez, c'est très important. C'est vraiment la théorie schumpeterienne, c'est vraiment la croissance où l'acteur principal, c'est l'établissement, c'est la firme, et comprendre la dynamique des établissements, la dynamique des firmes, c'est la clé de comprendre qu'est-ce que c'est que la croissance. C'est ça qui distingue ce que j'ai fait de toutes les autres théories de la croissance qui ont été faites. Vous voyez, c'est vraiment ça la différence. Donc on va regarder la part de marché
des entrants, la part de marché de ceux qui sont là, qui étaient là hier et aujourd'hui, et la part de marché de ceux qui partent. D'accord? Et l'idée est de manière très suivante, la manière est très simple. C'est que en fait, l'idée est la suivante. Et je ne vais pas vous la mettre en maths, je vais la mettre en mots. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait de la... Je vous ai effacé là, je vais remettre le truc que j'avais fait avant. Alors, je vais regarder les biens qui n'ont pas été remplacés. Donc il y a des biens, regarde, une partie de l'économie est sujette à la destruction créatrice et une partie ne l'est pas. Donc en gros, si vous voulez, vous avez une partie qui sont des continueurs et des parties qui sont des exiteurs, d'accord? Vous avez une partie dans chaque secteur, à chaque moment, il y a ce qu'on appelle ceux qui continuent, les continueurs, hein, je ne sais pas si je peux dire les continueurs, ceux qui continuent, qui étaient là hier et aujourd'hui. Et puis, il y a les autres qui ne sont pas les mêmes. Il y a les nouveaux, il y a les nouveaux, et il y a ceux qui sont partis, qui ont remplacé les nouveaux. Donc là, ici, il y a la destruction créatrice. Mais ceux qui ne sont pas dans les façons créatrices, c'est ceux qui sont les continueurs. Donc, parler de hier et aujourd'hui. Il y a hier et aujourd'hui, d'accord? Et vous rappelez-vous que l'imputation dit je me base uniquement sur ceux qui étaient là hier et aujourd'hui. D'accord? Pour me baser là, pour voir. Mais prenons le cas idéal où, en faisant ça, on calcule la croissance correctement. Ah oui, ma compris est perdue. Donc, il y a les continueurs et il y a les autres. Si je n'avais pas fait d'erreur, si en me concentrant sur les continueurs, en disant j'oublie les autres, j'avais quand même calculé la croissance de la productivité correctement, la croissance de la qualité correctement, ça veut dire qu'au fond, je serais dans un monde où les continueurs croissent au même taux que l'économie dans son ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Si je n'avais pas fait d'erreur, d'accord? Ça veut dire que du coup, eh bien, donc si vous voulez, ça veut dire que la part de marché des continueurs serait constante entre hier et aujourd'hui. Vous comprenez ça? Si je n'ai pas fait d'erreur, si en me concentrant sur les continueurs, je reste la même chose, je n'ai pas fait d'erreur sur la croissance de la productivité, c'est que les continueurs se sont améliorés au même taux que l'économie dans son ensemble. Donc comme ils se sont améliorés leur qualité au même taux, leur part de marché va rester la même. Donc comment je calcule la déviation par rapport à la croissance que je dois observer? C'est en regardant si la part de marché de ceux qui continuent a augmenté ou diminué entre hier et aujourd'hui. Si je vois que la part de marché des continueurs s'est réduite entre hier et aujourd'hui, c'est que leur qualité a cru moins vite que celle de l'économie dans son ensemble. Et la différence entre les deux, c'est ce que je perds en faisant de l'imputation. Vous comprenez? Si elle a cru plus vite, c'est qu'au contraire, en me concentrant sur eux, j'ai surestimé la croissance. En fait, ça n'arrive jamais, ça. D'accord? Voilà. C'est ça la méthode. Vous voyez comme c'est simple? Voilà. Est-ce que tout le monde suit cette idée? Je regarde la part de marché de ceux qui continuent. Donc je regarde ceux qui étaient là hier et ceux qui sont là aujourd'hui. Donc je regarde ceux d'hier et je regarde ceux qui ont continué entre hier et aujourd'hui. Les continueurs entre hier et aujourd'hui, je regarde comment leur part de marché évolue entre hier et maintenant. Si la part de marché des continueurs hier est la même que la part de marché qu'ils ont aujourd'hui, malgré que là, il y a des gens qui sont sortis et des nouveaux qui sont rentrés, eh bien c'est que finalement, je n'ai rien perdu en faisant de l'imputation. Ils ont vraiment reflété l'économie dans son ensemble. Et donc, du coup, en faisant de l'imputation, je n'ai rien perdu. Mais si je vois que la part de marché des continueurs aujourd'hui est plus faible que la part de marché des continueurs hier, eh bien, c'est que j'ai raté de la croissance, quoi. Et la différence entre les deux, c'est la croissance, c'est la missing growth, c'est la croissance manquante. Vous voyez? Et donc, voilà. Et c'est comme ça qu'on fait. Et c'est une méthode très, très simple. Et elle est très utile parce qu'on mesure, on prend des. Donc je prends des données. On a commencé avec les États-Unis, mais après je montrerai des données sur la France, d'accord? Et si vous voulez, regardez les données. Voilà la missing growth que j'obtiens. Et regardez, c'est très intéressant parce que vous voyez que ça c'est en moyenne par an. Sur les périodes que j'ai regardées là. Vous voyez, donc ça, la période au total, c'est sur 30 ans, 83-2013. Sous des paramètres raisonnables, je trouve 0,64
de croissance manquante, c'est-à-dire que la croissance américaine, elle est 0,64 au-dessus de la croissance annuelle mesurée, vous voyez? Et vous voyez, ce qui est très intéressant également, c'est que ça n'a pas baissé au cours du temps, ça a même légèrement augmenté. Donc c'est vrai qu'effectivement, un petit peu de la croissance, de la baisse observée de la croissance de la productivité est due au fait que vous voyez que le problème de mesure est devenu un peu plus dramatique, un peu plus mauvais, quoi. Mais d'un petit chouïa, malheureusement. C'est pas suffisant pour expliquer. Et vous voyez, le truc intéressant, vous voyez maintenant, vous voyez les chiffres où je montre la croissance, je remets les mêmes chiffres que tout à l'heure, vous voyez, les mêmes là, et maintenant je mets la croissance mesurée de la productivité aux États-Unis, et la vraie productivité, c'est ça plus ça. Donc vous faites là, voilà, 4 et 7, 11, ça c'est ça plus ça. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu, d'abord, la chose intéressante, c'est qu'effectivement, il y a baisse de la productivité, il y a une baisse quand même dans la dernière période de la croissance, de la vraie croissance. Donc ça, je n'ai pas réussi à inverser la chose, je l'observe, elle est bien là. On en dira quelques mots tout à l'heure. Mais la chose intéressante, c'est que, regardez, en proportion du total, la croissance manquante est devenue beaucoup plus importante. Vous voyez ça? Le 0,74 divisé par 1,72, c'est beaucoup plus grand que 0,66 divisé par 2,46, vous comprenez? C'est-à-dire que la part, parce qu'il y a eu accélération de la destruction créatrice, vous voyez, la part de la croissance manquante est devenue plus importante dans la croissance totale. C'est intéressant, ça. Mais ça n'explique pas pleinement la baisse. Donc ça, on reviendra là-dessus, et je dirai quelques mots sur ça, d'accord? Mais c'est très intéressant. Il y a quand même un petit peu une augmentation de la croissance manquante. Donc un petit peu de la baisse totale de là à là est due au fait au problème de mesure, mais il reste quand même à expliquer la baisse de la croissance de la productivité, même totale, même une fois que j'ai corrigé pour la mesure, mais quand même on est à 1,72. Alors ça, j'appelle pas ça stagnation. Moi, de la stagnation, nous on dit 1,7 cette année, on est quand même très content en France si on a un 7, un 8. Hein. On danse, hein, on peut faire plein de choses. On peut tout de suite réduire les rabots et tout ça, on peut en faire des choses avec 1,8. Hein. Moi, j'appelle pas ça de la stagnation. Donc peut-être M. Gordon, il dit ça, c'est de la stagnation, mais moi je lui dis, mon coco, je mets ça en plus, là quand même, c'est plus de la stagnation. Mais il y a quand même un mouvement séculaire. Donc je n'arrive pas complètement corrigé pour la baisse, mais c'est quand même plus de la stagnation. Donc séculaire, oui, mais stagnation, non, si je peux me permettre. D'accord? Voilà. Donc là, il y a différents trucs, il y a différentes mesures, etc. On peut la regarder sectoriellement, parce qu'on peut dire, mais on peut regarder l'économie dans son ensemble, mais une économie, c'est des secteurs. Alors les secteurs, on peut les mesurer en indigit, c'est-à-dire on dit industrie versus agriculture, etc. Mais on peut rentrer plus en détail, et on peut dire, on peut désagréger à l'intérieur des industries. Vous savez, on peut décrire l'économie de manière de plus en plus désagrégée, mais à chaque fois, on recouvre un missing growth qui est à peu près toujours dans le même ordre de grandeur. Vous voyez, on peut regarder. Alors, par exemple, c'est intéressant qu'aux États-Unis, le secteur industriel est très peu responsable du missing growth, mais ça, c'est en grande partie dû au fait que l'importance du secteur manufacturier aux États-Unis a beaucoup baissé dans les 2 dernières décennies. C'est pour ça que son importance a baissé aussi dans la croissance, dans la missing growth. Voyez. Mais c'est intéressant parce qu'on peut regarder secteur par secteur, décomposer l'économie. Vous voyez, l'économie, ça se découpe en autant de parts que vous voulez. Si vous faites des petits confettis avec l'économie. Hein. Voilà. Et vous voyez que ce qui est intéressant également, c'est que les secteurs où il y a le plus d'entrées, le plus de mouvements, c'est les secteurs où il y a le plus de croissance manquante. Donc on retrouve l'idée que j'avais dit au début. Vous vous rappelez qu'au début, je vous avais dit, tiens, il y a un lien entre le degré de destruction créatrice et la difficulté pour l'innovation d'être reflétée dans la croissance mesurée. Mais là, j'ai un truc beaucoup plus précis, puisque j'ai calculé la croissance par secteur, la croissance manquante, et je vois un lien très très clair entre le taux d'entrée, le dynamisme du secteur et la croissance manquante telle que je l'ai vraiment calculée. Voyez, donc ça confirme le truc que j'avais au début. Voyez, voilà. Alors j'ai une autre manière de calculer, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et maintenant, je passe à la France. Alors maintenant, on est chez nous, là. Le pays qu'on aime. Hein, voilà. Alors, on regarde les données sur les établissements en France entre 2004 et 2014. Donc, je parlais des sirènes de Thaler, mais il y a une base de données qui s'appelle Sirène. Voilà. Donc, c'est une coïncidence sympathique. Voilà. Et on regarde les établissements privés, d'accord? Et on sait où ils se trouvent, quand est-ce qu'ils ont été enregistrés, on connaît la taille de la force de travail, le nombre d'employés, etc. D'accord? Et voilà, en gros,
ce qu'on montre, si vous voulez. On montre d'abord, ça c'est très intéressant, c'est que ça c'est vous voyez, on regarde les périodes 2006, 2013, 2003, 2013. Et voilà la croissance. Voilà pour les paramètres, disons que l'équivalent des paramètres que j'avais pris pour les trucs américains, c'est le dessus du milieu. Et vous voyez, on est à peu près à 0,57. C'est un petit peu en dessous. J'étais à 0,64 en moyenne et 0,74 sur la dernière période aux États-Unis. Vous voyez que la croissance manquante en France est un petit peu plus faible qu'aux États-Unis. D'accord? OK? Mais ce qui est important, alors on peut la décomposer en secteurs. Alors vous voyez, la contribution de la croissance manquante chez nous est un peu plus élevée. Elle est un peu plus élevée, mais pas très différente des États-Unis. C'est 0,11 là aux États-Unis, et nous, c'est 0,14. Mais on peut le faire par secteur, comme pour les États-Unis. Donc, ça vous intéresse. Moi, je m'intéresse aux services administratifs, ou je m'intéresse, voilà, et vous pouvez regarder. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça, on le regarde par région. Alors, regardez, c'est très intéressant parce que voilà la France. Donc ça, c'est la croissance mesurée. Plus c'est blanc, moins il ne se passe rien. Donc si vous regardez, voilà, donc on est à peu près... Alors c'est intéressant, PACA, c'est très dynamique. PACA et Lyon, et la région lyonnaise, c'est très dynamique. Et Rhône-Alpes, c'est très dynamique. Vous avez la région sud-ouest, à Toulouse, vous voyez, cette région est très dynamique. Vous avez la région parisienne, et puis voilà. Ça, c'est la croissance mesurée. Et ça, c'est la croissance manquante. Alors c'est très intéressant, parce que je manque beaucoup de croissance là et là. Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits où il se passe moins, et l'Est, par exemple, vous avez peu de croissance mesurée et peu de croissance manquante. Mais c'est intéressant de voir géographiquement où est la croissance mesurée, la croissance manquante. Grosso modo, quand même, c'est là où vous avez plus de destruction créatrice que vous avez plus de croissance manquante. Je pourrais faire une carte de la destruction créatrice en France, et plus ou moins, elle serait la même que cette carte-là. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc ça vous donne une idée géographiquement voyez, du degré de croissance, voyez, de la croissance mesurée et de la croissance manquante. Alors, voilà. Alors maintenant, en France, ce qui est très intéressant, c'est que je voulais revenir à ça, c'est que c'est vrai que nous trouvons une croissance manquante un peu plus faible qu'aux États-Unis. Vous vous souvenez qu'on avait trouvé 0,74 pour la dernière période, pour cette période-là, aux États-Unis. Mais ce qui est important, c'est qu'en France, la croissance mesurée est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que dans la dernière période, la croissance manquante a été plus grande que la croissance mesurée de la productivité. C'est-à-dire que, vous voyez, en proportion, c'est beaucoup plus qu'aux États-Unis. On double, quoi, on fait la culbute. C'est-à-dire que si on prend la croissance totale en France, elle est le double de la croissance de la productivité de ce qu'on mesure. C'est énorme. Donc c'est ça qui m'autorisait à dire à la réunion du comité d'action publique devant Darmanin, son directeur de cabinet, qui est très bien, etc. Il y avait tout le monde était là. Il y avait toute l'armée. C'était vraiment un truc, c'était vraiment un défilé militaire. Il y avait l'armée, il y avait l'inspection des finances, il y avait le SGMAP, il y avait les France Stratégie, il y avait le budget, etc. De dire, vous savez, la croissance de la productivité n'est pas bien mesurée. Donc voilà. Donc si vous voulez, là, c'est toujours plus rigolo quand c'est comme ça. Et de leur dire, voilà, regardez, vous voyez, la vraie c'est ça, et vous ne mesurez que ça, quoi. Croissance de la productivité, parce que vous pourriez dire comment on a un 7, mais parce que le reste, c'est la croissance par l'accumulation des facteurs de production. D'accord? Et donc, c'est important, parce que la croissance de la productivité en France est plus du double de ce qu'on mesure. D'accord? Alors maintenant, je peux comparer entre la France et les États-Unis. En France, c'était vrai qu'en termes absolus, sur la période 2006-2013, la croissance manquante aux États-Unis était un peu plus grande que chez nous. D'accord? Donc ça veut dire que, évidemment, le différentiel de croissance est plus grand que ce qu'on pense être, puisqu'on a une croissance mesurée plus faible, une croissance manquante plus faible. Ça veut dire que la vraie différentiel de croissance est un petit peu plus grand que ce qu'on mesure entre nous et les États-Unis, mais en proportion, notre croissance manquante est une plus grande proportion du total chez nous, elle est plus de la moitié, alors qu'elle est un petit peu moins, elle est plutôt près du tiers, enfin un peu entre le tiers et la moitié aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est un peu la comparaison États-Unis-France. Alors maintenant, on peut regarder, donc elle est quand même assez semblable entre la France et les États-Unis. On peut dire qu'est-ce qu'il y a derrière, puisqu'on sait que derrière la croissance manquante, il y a l'entrée des établissements, les continueurs, les exiteurs, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en termes de des dynamiques de firmes, des dynamiques d'établissements sous-jacentes aux États-Unis et en France à ces chiffres de croissance manquante. Et la chose intéressante, c'est de dire d'abord dans les deux pays,
l'exit et l'entrée de nouveaux établissements est à peu près constant au cours du temps. C'est vrai qu'il y a un dynamisme qui décroît en termes d'entrée de firmes, d'entreprises, mais en termes d'établissement, le taux d'exit et le taux d'entrée et le taux net d'entrée dans les deux pays est à peu près constant, voilà, et au cours de la période considérée. Mais alors la chose intéressante aussi, c'est qu'il y a des différences. Et là, on revient à des choses que j'ai dites la dernière fois. Et donc, on va revenir à des vieux amis. C'est bien de revoir des amis qu'on a vus la fois précédente. C'est que d'abord, vous vous souvenez de cette comparaison France-États-Unis en termes d'emploi par âge. Vous savez qu'aux États-Unis, eh bien, il y a plus de croissance en emploi. Vous voyez, donc les établissements plus âgés aux États-Unis emploient beaucoup plus que chez nous. Chez nous, en fait, ils représentent une fraction faible de l'emploi total. Les établissements de plus de 40 ans aux États-Unis représentent une fraction plus grande. Donc, on a tendance à avoir cette... Vous voyez, en France, on a une croissance, si vous voulez, de l'emploi. Donc, l'emploi, c'est essentiellement les très jeunes. Et il y a très peu d'emplois par des firmes plus grandes, puisqu'il y a peu de croissance des firmes en France. Voilà. Ça, c'est un peu le problème que nous avons. Tandis qu'aux États-Unis, comme il y a davantage de croissance, eh bien, ceux qui croient, les très bons croissent, quoi. Et les très bons, ils emploient plus, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, l'emploi par âge, ceux qui sont arrivés là, eh bien, ils arrivent à... comme il y a un processus darwinien beaucoup plus fort aux États-Unis, ceux qui ont réussi à survivre 40 ans, ils sont très très bons, et donc ils ont une bonne productivité, et donc ils ont des capacités d'employés très grandes. Voilà, c'est ça. Le darwinisme opère moins bien chez nous, d'accord? On voit ici les entreprises, vous voyez, donc là on voit, je vous avais montré ce diagramme, les États-Unis avec l'âge, on croit beaucoup plus. Moi en France, le Mexique, vous voyez, nous on est pareil à peu près, et l'Inde est là. Je crois que la dernière fois, je ne vous avais pas montré la France. Je vous avais montré les États-Unis, le Mexique et l'Inde, et pas la France. Et vous voyez que la France, on est très près. Et moi, ce que j'espère, c'est que les réformes que nous faisons maintenant, ou les réformes que nous serons amenés à faire, vont faire bouger cette courbe, et que la courbe en France devienne beaucoup plus proche de la courbe américaine. Hein. Mais ça, c'est le cours de la dernière fois. Je ne vais pas le refaire, ce cours-là. Hein. D'accord? Alors maintenant, l'exit dans les deux pays, aux États-Unis et en France, l'exit par âge. Il y a un taux d'exit plus grand chez les très jeunes et un taux d'exit plus faible chez les plus élevés. Pensez en termes de ce modèle où au début je commence avec une ligne de produit et puis après si je m'étends j'en ai 2, j'en ai 3. Eh bien si je suis une firme qui a survécu longtemps, en général j'ai plus de lignes de produits et donc de me faire partir c'est plus difficile parce qu'il faudrait me remplacer sur toutes les lignes de produits. Quand je viens d'arriver, j'en ai qu'une, eh bien il suffit de me remplacer sur celle-là pour me faire partir. Donc ça, on a à peu près la même chose en France et aux États-Unis, d'accord ? Et donc ça, c'est à peu près pareil. Alors maintenant, je ne vais pas vous mettre les maths là, mais en fait, la croissance de la productivité, c'est quelque part une différence entre taux d'entrée et taux de sortie. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, là, vous avez les continueurs. Et là, la croissance qui change, c'est la productivité des entrants moins celle des sortants de la période d'avant. Et quelque part, qu'est-ce qui se passe entre la France et les États-Unis? C'est qu'aux États-Unis et en France, eh bien, le taux d'exit, le taux, si vous voulez, le taux d'exit en emploi, la part de l'emploi des exiteurs en France, elle va être plus grande qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on sait que les exiteurs, c'est des gens plus jeunes qui exitent plus. Mais ils représentent une part beaucoup plus importante de l'emploi aux États-Unis qu'en France, en France qu'aux États-Unis. Vous voyez, les exiteurs représentent beaucoup plus. Donc, mais je sais qu'en gros, si vous voulez, la croissance manquante, c'est le taux de croissance des exiteurs, vous voyez, des entrants moins des exiteurs. Vous voyez, donc les exiteurs sont plus importants, c'est là les exiteurs, ils sont plus importants en France qu'aux États-Unis. Donc ce nombre-là est plus important en France qu'aux États-Unis. Mais les entrants eux-mêmes, si vous voulez, les entrants eux-mêmes représentent une part plus grande aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, parce que donc c'est ça que j'ai. Donc voilà, et j'ai des deux côtés, si vous voulez, j'arrive à dire voilà, là vous avez non, là pardon, je dis une bêtise. Ça c'est les exiteurs et ça c'est les entrants. Eh ben les exiteurs c'est une partie plus importante en France qu'aux États-Unis, mais les entrants représentent aussi une fraction plus importante de l'emploi en France qu'aux États-Unis. Donc, si vous voulez, la différence est à peu près la même, mais ce qui est intéressant, c'est que les dynamiques de firmes sous-jacentes, elles sont différentes entre les deux pays. Il y a plus d'exit
la part de l'emploi des exiteurs et celle des nouveaux entrants est plus importante en France qu'aux États-Unis, mais les différences entre les deux s'annulent. Comme c'est la différence qui compte, eh bien, ça s'annule quand vous calculez la croissance manquante. Et donc, vous trouvez une croissance manquante assez semblable, bien que les deux composants soient plus importants en France qu'aux États-Unis. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'il y a des différences de dynamique d'entreprise qui sous-tendent si vous voulez, des chiffres pour la croissance manquante assez semblables entre les deux pays. Alors, conclusion, eh bien, on trouve à peu près 0,6 par an aux États-Unis, 0,5 par an en France. Ça représente entre un quart et un tiers aux États-Unis de la croissance totale. Plus de la moitié en France de la croissance réelle de la productivité est manquée. Alors, évidemment, c'est important pour des choses importantes. Par exemple, les taux d'inflation. On surestime donc l'inflation en France. On sous-estime la croissance réelle et on surestime l'inflation. Vous savez qu'en France, il y a toute l'idée du target d'inflation, qu'on se dit il ne faut pas être au-dessus de 2%. Mais comme on surestime l'inflation, ça veut dire qu'on est plus en déflation qu'on le pense. Donc on peut se permettre des politiques monétaires plus relaxes qu'on pense, puisque l'inflation est surestimée. On est plus en déflation qu'on croit. Donc on devrait être moins obsédé par l'inflation. C'est ce qu'il faut expliquer au Parti libéral allemand. Vous voyez, je veux dire, là, les libéraux vont arriver ministres des Finances en Allemagne, vont leur dire « Oh, attends, là, la Bundesbank ne peut pas être obsédée par l'inflation. On est en dessous de ce que vous pensez. » Donc là, ça a des implications pour la politique monétaire. D'accord? Et évidemment, les politiques de croissance aussi doivent être réévaluées parce qu'on va maintenant se dire, voilà, on va faire des réformes du marché du travail, il y a l'investissement dans la recherche, il y a une série d'investissements qui vont être faits pour dynamiser la croissance par l'innovation. Or, évidemment, quand on ne sait pas mesurer correctement la croissance par l'innovation, on ne sait pas mesurer les gains de bien-être que l'on peut obtenir de ces politiques. Donc, effectivement, c'est mieux quand on veut faire des évaluations de politique, notamment regarder l'efficacité de l'investissement public dans différents secteurs pour pousser l'innovation, eh bien, c'est mieux d'avoir un bon calcul de la croissance de la productivité. Donc, voilà. Alors, je reviens maintenant à Gordon, parce que je veux quand même dire 2 mots sur Gordon. Je n'ai pas, pour être totalement, j'ai expliqué le mot stagnation, comme je vous ai dit, maintenant ça ne s'applique pas, parce qu'on est quand même, on a des vagues, mais on est très au-dessus des vagues de Gordon, hein, puisque la vraie productivité de la croissance de la productivité aux États-Unis est de 1,72 en moyenne annuelle entre 2006 et 2013. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a eu une baisse. Et donc la question est de savoir d'où ça vient. Et là, je travaille avec des collaborateurs à la Banque de France. On pense qu'avec Gilles Berset notamment et avec Antonin Bergeot, qui n'est pas là aujourd'hui, et en gros, on pense qu'il y a eu des facteurs comme par exemple le crédit facile. Ça a fait quelque chose sur la dynamique des entreprises. On sait qu'il y a eu, et c'était important de faire du quantity easing, des politiques monétaires accommodantes en particulier. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un problème avec ça, c'est que ça rend plus difficile la sélection darwinienne, c'est-à-dire que des gens moins efficaces ont pu rester plus longtemps. Alors on essaie de voir s'il y a eu des effets d'allocation dus à ça. Par ailleurs, ça permet de maintenir l'emploi, donc c'est des choses importantes. Mais il se peut qu'effectivement, une politique, mais je ne suis pas là pour restreindre, donc je ne vais pas me transformer justement après avoir critiqué, je ne vais pas me transformer en disant il faut arrêter le quantity easing. Mais il se peut qu'une des conséquences indésirables de ça ait été que des entreprises moins efficaces, des innovateurs moins efficaces restent sur le marché plus longtemps et rendent plus difficile l'entrée de nouveaux qui seraient potentiellement plus efficaces qu'eux. Voilà. Et donc ça, c'est une question que j'essaie de regarder. S'il y a eu des effets, disons, des facilités monétaires qui étaient de réduire le darwinisme en termes d'entrée et de sortie d'entreprise. Et si ça n'a pas pu contribuer à la décroissance de la productivité quand même observée. Une autre raison qui serait sur la dernière période, justement, on a relâché beaucoup le crédit. Les taux d'intérêt ont beaucoup baissé sur cette période. Donc ça peut être un élément. Un autre élément peut être que l'investissement public, par exemple, dans les années 50, les Américains investissaient énormément. La NASA, le NIH, le NHS dans la recherche fondamentale, ça a été une grande période. Là, il y avait la guerre froide. Et la guerre froide a incité les États-Unis à faire beaucoup d'investissements dans l'innovation. Et maintenant qu'il n'y a plus la guerre froide, peut-être que ça relâche la concurrence et qu'il y a moins de ces investissements publics qui ont quand même entraîné des investissements privés. Donc ça peut être également une raison. Et en tout cas, maintenant, il y a cette question-là d'essayer de comprendre d'où ça vient, d'où vient ce problème de la décroissance de la productivité que je n'ai pas résolu, mais j'ai résolu un autre problème et je n'ai pas résolu celui-là. Voilà, je crois que là-dessus, je vais m'arrêter en vous remerciant.